Bienvenue sur DMG TV, des histoires mystiques. Apprêtez-vous à écouter 11 histoires mystiques, terriblement mystiques. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Et le but est de sensibiliser. Donc, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker, de partager et de vous abonner à la page. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. On poste chaque jour sur YouTube à 12h00. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez la vidéo, si c'est au Cameroun, si c'est hors du pays, dans quel pays exactement. Comme ça, on va voir la portée de la page. Juste pour un peu attirer l'attention, mais les enfants, surtout quand elles mangent, parce que cette histoire m'a été racontée. Bon, elle s'est passée, moi j'étais encore petite, mais c'est ma tante à moi, une tante à moi qui nous avait raconté l'histoire. Et l'histoire, tout le temps, on faisait toujours rappel à l'histoire quand on voulait peut-être sensibiliser une femme ou bien parler à une femme concernant. Bon, c'était une dame, ça s'est passé à l'Est. Elle avait accouché un garçon et l'enfant ne marchait pas encore. Il était quelque chose comme 8, 7 mois. Bref, il rampait encore, il ne marchait pas. Merci, Fiopa. Donc, elle était allée à une fête et à la fête, on a servi la nourriture. Elle a commencé à manger et il y avait une voisine à elle qui a dit, l'enfant regardait trop la mère. L'enfant regardait trop la mère et la voisine a dit, pardon, est-ce que tu peux donner un peu la nourriture à l'enfant? La dame a dit, non, non, il ne mange pas encore. Il est encore petit, il ne mange pas encore. La dame était juste surprise du fait que l'enfant fixait tellement la mère. Parce qu'il y a les regards là, tu peux même vraiment dire que l'enfant est en train de te demander quelque chose. C'est comme ça qu'ils ont fini, non, et tout, et tout. Après, elle a bu le jus, non, l'enfant, non, non. Bref, je ne sais pas si c'était une mère chiche. Bref, elle n'a rien donné à la mère. Parce qu'elle avait toujours raison. Bref, parce qu'il y a les mamans qui ne veulent pas souvent donner la nourriture à l'enfant. Genre, c'est pas encore le moment. C'est comme ça qu'elle n'a pas donné la nourriture à l'enfant. La fête s'est bien passée, la fête est finie. Elle est rentrée. Et elle est rentrée seule parce qu'elle est venue seule curieusement. Arrivée à un moment au milieu de la route, c'était un peu parce qu'elle traversait une brousse avant d'arriver à la maison. Elle entend. Bon, quand je dis l'enfant de 7 mois, c'est pas pour dire. Moi, on m'a raconté en fait. C'est ma tante qui m'a raconté. Mais l'enfant ne mangeait pas encore. Donc, je peux dire les 4 mois. Il ne me dit ça, c'est à peine. 7 mois, c'est vraiment trop exagéré. À 7 mois, l'enfant s'assoit déjà. L'enfant mange même déjà. Ça doit être 4 mois. Il était tout bébé. Arrivé en chemin, l'enfant dit, maman, fais-moi descendre. Mais quand l'enfant dit, maman, fais-moi descendre, elle ne peut pas imaginer que c'est l'enfant qui est son. Elle a compris, elle a écouté la voix sur son dos. Mais elle ne pouvait pas imaginer que c'est mon enfant qui parle. Donc, elle a regardé à gauche, à droite. L'enfant redit, fais-moi descendre. Elle a déposé l'enfant à terre. L'enfant est descendu, elle s'est placée sur ses 2 pieds. Déjà, il ne s'asseyait même pas bien. Il s'est placé sur ses 2 pieds. Et puis, il a dit à la mère, suis-moi. Quand il commençait à marcher, c'est comme ça qu'il grandissait un peu. Il grandissait, jusqu'à il est devenu un homme. Et quand il devient un homme comme ça, ils ont pris une route, genre, quand on dit que chez mystique, tu ne peux pas te rappeler de la route. Elle dit que du coup, dans une entrée, un carrefour, une piste comme ça, elle entre dans un village. Et dans le village, elle voit comment on respecte le monsieur, parce qu'on ne peut pas dire que c'est son enfant. C'est pas Kirikou. On respecte le monsieur. Du coup, on lui donne la nourriture. On donne les trucs à la femme, on dit, on respecte le monsieur, on demande à la femme de. Il a dit, servez la dame. Il n'a pas dit, servez maman, hein. On sert la nourriture, qu'est-ce que vous voulez? Comme quand un roi t'accueille, quand on a une chefferie. Mais curieusement, la femme dit, elle ne pouvait pas poser une question. Elle se sentait. Elle n'était pas libre de parler quand elle veut poser une question, quand elle veut peut-être dire, je suis où. Mais plutôt quand il posait la question, elle pouvait répondre. Elle avait elle laissait passer sur sa voix, sur son corps de parler. Mais quand elle dit quand je voulais demander où je suis, ou bien une question, genre, elle se sentait comme inoptisée, comme démoralisée, comme abattue. C'est comme ça qu'elle mange, tout est bien. Il demande, ça va, tu es rassasiée? La dame dit oui. Après, il dit, on peut partir, madame. Il ne dit pas maman. C'est comme ça que ils sortent de la brousse, ils sortent du camp, ils rentrent. Au fur et à mesure aussi qu'ils rentraient, l'enfant devenait petit.
L'enfant devenait petit comme il a grandi. Et arrivé à un niveau, il a demandé il a dit à la dame, la prochaine, il a donné des vectos, il a dit que si toi tu ne la racontes pas et que si tu la racontes, je vais partir. Et c'est juste pour te dire que quand tu manges, il faut aussi me donner parce que moi je suis chef quelque part, tu connais pas d'où je viens. Il a dit attache-moi au dos. Elle a rattaché l'enfant au dos. Mais quelle mère peut garder le genre d'enfant là? Bon, quand il dit le genre d'enfant là, c'est qu'elle ne peut pas garder le genre d'histoire. C'est qu'elle se sentait toujours, elle ne pouvait pas dire, elle voulait raconter moi mon père. Mais l'enfant l'avait vectorisé que si tu me dis, je vais partir. Mais elle aussi, elle ne pouvait pas vivre avec l'enfant parce qu'elle se sentait, je fais comment. Après, elle a raconté, elle a pris à son mari, je vais te dire un truc. Je ne sais pas ce qui va arriver à l'enfant, mais je vais te dire un truc. Du coup, quand elle a raconté l'histoire au père, l'enfant avait commencé à chauffer de temps en temps et elle avait perdu le bébé. Donc, si on connaît l'histoire aujourd'hui, c'est parce que l'enfant est parti. Donc, elle avait raconté. Comme ça qu'elle a raconté l'histoire et elle a perdu son bébé finalement. Donc, il peut dire qu'il y a les enfants qui viennent. On ne connaît pas où l'enfant sort. Et ça, je dis toujours, si quelqu'un à côté de moi et qu'il a le bébé, je te donne, même si c'est... Oh non, il ne m'a pas le piment. Même si c'est l'huile, mets sur la lèvre. C'est vrai qu'elle ressemble à une histoire de Kirikou. Oui. Mais je ne vous parle pas d'une histoire de Kirikou. Parce que Kirikou est tiré d'une histoire. C'est ce que vous devez connaître. C'est pas... Si au moins, c'est que dans les commentaires, je vois beaucoup qui ont confirmé qu'on a fait l'histoire. D'une manière oui, parce qu'en fait, c'est une histoire dont tout le monde pourrait... Oui, elle est sortie, peut-être que tout le monde doit être au courant, justement. Bon, ça, c'est juste ce que je voulais raconter. D'accord, je disais, j'avais une camarade à moi. On s'était séparés parce que elle a déménagé, elle allait dans un autre quartier. Et quand elle allait là-bas, elle s'est trouvée une camarade. Donc... elle m'a demandé si je pouvais venir passer un peu de temps avec elle. Je lui ai dit ok, ça ne me dérangeait pas. Mais à chaque fois que cette dernière venait là, moi je ne la sentais pas du tout. Je ne la sentais pas. Mais je n'osais pas aussi dire à ma camarade que notre camarade, c'est-à-dire ta camarade là, je ne la sens pas. Elle va peut-être se dire que je faisais la jalouse, tout et tout. Donc j'ai rien dit, mais je ne la sentais pas. Donc elle sortait avec un blanc, ma camarade en question. Mais les choses étaient lentes puisque le blanc devait faire ses papiers puis partir avec elle. Mais c'était lent, c'était compliqué. Donc, elle a expliqué à sa camarade. Donc, sa camarade lui dit, bon, moi, je connais un bon marabout qui pourra faire, il va accélérer les choses, tout et tout. Tu vas voir tes papiers, tu vas partir. Et c'est comme ça, un jour, elle me dit, non, demain matin, je dois sortir tôt, tout et tout. Je dis, mais tu vas où? Et c'est là qu'elle me dit qu'il y a l'autre qui lui a parlé d'un marabout. Donc, ils vont voir le marabout. Je dis, ok. Tu es sûr que c'est la solution? Elle me dit, elle ne sait pas que de toutes les façons, elle cherche la solution. Elle dit, ok, non, bonne route. Elle m'a proposé de venir avec eux. Je leur ai dit non, que je ne voulais pas. Donc, elles sont parties. Le monsieur a fait la consultation. Il a donné des sacrifices qu'il devait faire pour accélérer les choses. Elle a payé tout ça. Parce qu'elle était vraiment déterminée. Donc, il finit ses rentre. 2 jours après, sa camarade en question, quelques jours après, je pense, sa camarade en question lui dit, ah, mais si ça ne change pas, si ça n'évolue pas, c'est qui veut dire que le monsieur n'est pas assez fort. Moi, je vais au village, chez moi au village. Ils sont vraiment forts. Si tu veux, on va ensemble. Et je lui dis, elle vient me dire qu'elle doit aller en voyage avec lui. Je lui dis, mais c'est pas ton village, tu connais personne là-bas, tout et tout. Et c'est pas vraiment évident, c'est pas prudent. Faut rester ici, tout ça. Et elle m'écoute, elle reste finalement. Donc, sa camarade part en voyage, elle va au village. Et on était là. Le marabout appelle tard dans la nuit. Demande à ma camarade si elle était seule. Elle a dit oui. Il a demandé si elle était couchée, elle était à la maison. Elle a dit oui. Et il lui a demandé, est-ce que tu es habillée? Elle a dit oui, que je m'habille pour dormir. Et le marabout a dit, est-ce que tu peux renverser ton habit pour dormir? Donc, quand il finit de dire ça, elle a dit ok. Et puis, le monsieur a raccroché. Et elle m'a répété ce que le monsieur a dit. Je dis non, qu'il ne faut pas renverser ton habit, il faut dormir comme ça. De toute façon, tu es habillée là, donc dormons comme ça, il n'y a rien. Donc, quand il finit ça, le lendemain à 6h du matin, sa camarade qui est allée au village l'appelle. Est-ce que le monsieur t'a appelé, le marabout en question? Elle dit oui, qu'il m'a appelé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle répète ce que le monsieur a dit. Et elle demande, est-ce que tu as fait ce qu'il a demandé? Elle a dit non, que je n'ai pas fait, que ma camarade m'a conseillé de ne pas le faire. Et ok, tu as bien fait.
que parce que j'ai une tante ici qui voit. Et voilà ce qu'elle m'a dit. Que j'ai voulu confirmer pour savoir si c'est vraiment ce qu'il t'a... Disons, c'est ce qui... je voulais vraiment savoir si c'est ce que le marabout aussi t'a dit. Et elle a dit oui. Que mais tu as bien fait de ne pas faire parce qu'en faisant cela, c'est-à-dire que tu allais l'envoyer tout ce qui est bon en toi et puis ce qui est négatif allait rester chez toi. Et tu n'allais jamais te retrouver. Voilà un peu. Renverser, mettre le vêtement à l'envers au fait, c'est ce que je veux dire. Genre, retourner l'habit, non? Genre, tu portes voilà, ça. Retourner l'habit. Voilà, quand tu mets un vrai face et puis tu enlèves là, voilà. C'était un peu ça. Et un peu de temps après, elle est un peu tombée malade. Elle a appelé le marabout. Le marabout a demandé à ce qu'elle ne l'appelle plus jamais. Et parce qu'elle n'a pas fait ce qu'il a demandé qu'elle fasse. Donc, il s'est fâché contre elle. Je te l'ai choisi entre deux histoires. Entre la femme qui est allée rentrer dans la sorcellerie par vengeance et entre la mère qui a cuisiné, qui a mangé la viande de son propre enfant pour devenir riche. On va commencer par lequel? La deuxième. Il y a une dame togolaise qui faisait des affaires, bon, des petits commerces, hein. Des petits commerces. Elle avait un enfant, mais elle était célibataire. Mais elle allait au Nigeria, elle ramenait des trucs au Togo, cigamé qu'elle vendait. Donc le commerce, ça allait un peu. Et à un moment donné, tout s'est bloqué. Tous les petites ventes qu'elle faisait s'est bloqué. Et elle est allée un jour au Nigeria pour aller se faire ravitailler. Elle a croisé un Igbo qui lui avait promis de l'aider à faire prospérer ses affaires parce que c'est une personne qui avait beaucoup d'étoiles qui ont été. Donc, il a parlé un peu, l'a motivé qu'elle ne pouvait pas rester ordinaire pour réussir. Donc, déjà au départ, entre elle et les Igbo, c'était une question d'amour. Avant que ça devienne une histoire de fétichisme, d'argent, c'était une question d'amour qui était entre eux parce que les Igbo étaient amoureux, et elle aussi, elle était amoureuse. Donc, c'est dans ce deal-là que c'était parti au début. Le Igbo l'a amené quelque part, et dans cet endroit, on lui a demandé à la dame qu'elle allait faire un rituel. Et le rituel qu'elle allait faire, ça allait consister à ce qu'elle ait tout ce qu'elle veut. C'est-à-dire avoir un grand commerce, avoir l'argent. Bref, ça sera à elle de dire son rêve, ses souhaits. Mais jusqu'à là, on lui avait pas dit qu'il fallait qu'elle mange la viande de son propre enfant. C'est l'unique qu'elle a. Donc, on lui a remis une calebasse. On lui a dit de retourner au Togo avec la calebasse. Et une fois là-bas, chez elle, elle va uriner. Tu vois, quand les femmes se lèvent très tôt le matin comme ça pour rentrer sous la douche, elle va uriner dans la calebasse. Quand elle va uriner dans la calebasse, la première personne qui va, genre après qu'elle urine, la première personne qu'elle va croiser, que c'est cette personne-là, elle va faire tout possible pour faire boire l'urine à cette personne. Donc, elle a pris la calebasse qui était finie. Bon, pour elle, c'était un truc simple. Même faire boire l'urine à la personne, on l'avait demandé qu'elle pouvait mettre ça dans la nourriture, peu importe. Donc, elle a fait. Donc, à peine elle avait fini d'uriner quand son enfant a ouvert la porte sur elle à la douche. Parce que l'enfant ne savait même pas que sa mère était dedans à la douche. Et donc, elle a forcé l'enfant à boire, soit disant que c'était une protection. Parce qu'elle avait déjà appelé, on a dit non, ce n'est rien de grave. Comme c'est ton enfant, déjà c'était le but. Mais il fallait passer indiscrètement pour qu'elle ne s'en rende pas compte. Donc, l'enfant a bu et tout. Quelques jours après, l'enfant commençait à sentir une fièvre. Elle a appelé celui qui lui a remis la calebasse pour lui dire, ah, mon enfant a commencé une fièvre. On lui a dit d'amener l'enfant au Nigeria, que ce n'était pas normal. Elle a pris l'enfant, elle a fermé son petit magasin là qu'elle avait dans le marché. Elle est allée au Nigeria avec l'enfant. Et comme ça, ils ont pris l'enfant, ils ont dit qu'ils vont faire des traitements dans la brousse, dans la forêt avec l'enfant. Et ils ont tué l'enfant. Comment? Je ne sais pas. Mais est-il que ils ont cuisiné l'enfant? Genre, ils ont préparé quoi, comme la viande de brousse. Tu vois un peu, et tout. Bon, tu sais, le Nigeria a mangé la viande d'un être humain, c'est normal chez eux. Parce qu'il y a même une zone là, quand tu vas dans des restaurants, tu sais la viande humaine, comme ça.
Donc, ils ont cuisiné. Quand ils sont revenus de la bourse, parce qu'elle se plaignait qu'elle avait faim. Donc, on lui a dit, ah, bon, on a trouvé une viande de bourse là-bas et on va manger ensemble. Donc, ils ont étalé avec de l'igname. Ils ont mangé. Jusqu'à là, elle mangeait. Elle ne savait pas que c'était la viande de son enfant qu'elle mangeait. Elle a fini de manger et toi, elle était restée là. Elle dit, ah, où est mon enfant? Elle a dit, mais ton enfant vient de manger. C'est l'argent là, le rituel d'argent que tu as commencé là. C'est maintenant que tu as fini. Mais si tu pleures, il faut savoir que c'est toi qui vas mourir. Tu n'auras plus l'argent, tu n'auras plus ton enfant. Si tu vas dire ça à quelqu'un, tu auras l'argent et tu n'auras jamais la paix dans ta vie. Bon, voilà, elle est déjà devant le fait accompli. Donc, elle allait faire quoi? Elle ne pouvait plus rien faire. Elle est retournée au Togo. Effectivement, quelques jours après, elle a rencontré un albinos. L'albinos, elle n'a jamais connu le monsieur, mais le monsieur était venu au marché pour faire des achats. Le monsieur avait un sac dans lequel il y avait de l'argent, mais elle ne savait pas que c'était l'argent. Le monsieur est venu, le monsieur a demandé s'il pouvait déposer le sac chez elle là pour aller acheter un peu plus devant. Elle a dit oui, parce que déjà, elle était déjà soucieuse. Tu vois un peu, genre, voilà le rituel qu'on m'a fait. Mon enfant est parti, je ne sais même pas dans quelles conditions il est mort et tout. Maintenant, genre, ça, c'était déjà un souci pour elle. Donc, elle ne s'occupait pas trop des gens qui venaient. Donc, le monsieur a déposé le sac chez elle, là, le monsieur est parti. Le monsieur n'est plus revenu. Donc, le soir, elle a rangé le sac. Jusqu'à là, elle n'avait pas ouvert. Le lendemain, le monsieur n'est pas venu. Donc, ça, après, elle a pris la curiosité de dire, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle a ouvert, c'était de l'argent. Elle a trouvé l'argent. Le jour même qu'elle a découvert que c'était l'argent qui était dans le sac, le hibou en question qu'il a mis dans le pétrin l'a appelé pour lui dire, ah, on vient de me dire que les génies t'ont apporté un sac d'argent. Est-ce que tu as reçu ça? Elle était étonnée parce que l'argent était là depuis hier. Pourquoi c'est maintenant qu'elle a ouvert le sac pour découvrir qu'il y avait l'argent qu'on l'appelle pour lui informer que les génies lui ont apporté l'argent? On lui avait dit qu'elle pouvait dépenser l'argent pour faire ce qu'elle voulait. Mais l'argent n'allait pas finir. Au fur et à mesure qu'elle allait dépenser là, c'est comme si c'était un peu comme ce que nos jeunes cherchent un peu partout sur Internet en disant portefeuille magique, quoi. Donc, d'un coup, comme ça, elle a changé de vie. Donc, elle a commencé par gagner l'argent. Et tu sais, subitement, quand on voit que tu as un enfant qui disparaît, que tu commences par gagner l'argent, c'est suspect. Tout le monde commence par dire, mais où est son enfant? Ou bien est-ce que c'est pas l'enfant qu'elle a pris pour faire l'argent? Donc, elle voyageait, elle partait maintenant, elle voyageait en avion, et tout et tout. Personne ne voyait plus l'enfant. Alors que le mari, c'est-à-dire le père de son enfant, était parti en aventure. C'est même pas qu'elle était célibataire 0-0 en fait. Le père de l'enfant était parti en aventure parce que ça n'allait pas. Donc, c'est là le père, elle était là un jour quand le père a appelé pour lui dire, ah, je veux parler à mon enfant parce que je rêve trop de lui. Elle dit au monsieur qu'elle a envoyé l'enfant au Nigeria. Chez qui? Non, qu'elle a amené l'enfant là-bas pour apprendre un métier. L'enfant est très jeune, normalement il devait aller à l'école. Pourquoi tu envoies l'enfant là-bas? Donc c'est devenu un problème entre eux. Le monsieur a envoyé une cousine ou bien, je ne sais pas, nièce, je ne sais pas trop, mais une femme chez sa femme là pour lui dire, va voir ce qui se passe parce que la mère de mon enfant là, je la vois bizarre maintenant, elle me parle avec beaucoup de grandes voix. Donc elle est venue et c'est là qu'elle a compris que la vie de madame avait changé. Elle a maison, elle a voiture, donc c'était plus la même personne et tout, mais on ne voyait plus l'enfant. Donc c'est là, celle-ci a insisté, mon frère a dit de venir voir l'enfant. Là où tu as mis l'enfant au Nigeria, là, je vais t'accompagner, on ira voir l'enfant. Je vais appeler mon frère, il va parler avec mon frère. La dame a refusé net. Et c'est là, la dame a dit, la maman de l'enfant qui est rentrée dans le secte a dit que depuis que ton frère est parti, il m'a laissé l'enfant, il ne sait pas ce que l'enfant mange. Donc c'est pas parce qu'il s'est retrouvé là-bas qu'il va commencer par l'embêter pour l'enfant. Donc, au début, le monsieur avait cru que c'était ça un peu la base du problème. Donc, il n'a pas réagi. Mais il s'est fait que certaines personnes commençaient par lui confirmer qu'on ne voit plus ton enfant. Ça fait déjà pratiquement plus de 8 mois, 9 mois, on ne voit plus ton enfant. On ne voit pas ton enfant. Et ta femme là ne fait que gagner de l'argent. Elle ne fait que ouvrir des magasins. Donc, c'était un peu suspect. Un jour, elle partait. Il y a une personne aussi dans le marché qui a l'habitude d'aller au Nigeria pour acheter des marchandises. Donc, c'est comme deux personnes qui ne se parlent pas, mais qui se croisent souvent sur le même chemin. C'est cette dame-là qui a eu l'intention de la surveiller un peu pour voir dans quoi elle était rentrée. Et c'est elle qui a découvert que quand elle rentre au Nigeria,
Elle allait dans des coins isolés, genre dans les bourses, dans des endroits pas net. Donc, personne n'a rien dit. Ils l'ont laissé, même ça fait 3-4 ans. Elle s'est remariée. Bon, genre, elle a trouvé un jeune, quoi, pour booster le moteur pour elle et tout. Elle était là un jour quand le père de son enfant a débarqué. Le monsieur est venu subitement. Le monsieur lui a dit, bon, aujourd'hui, je suis venu. Ça fait déjà 3-4 ans que je ne vois pas mon enfant. Je te demande où est l'enfant. Tu dis l'enfant en Nigeria. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Donc, si tu ne sors pas mon enfant aujourd'hui, je vais te décapiter. Donc, le monsieur a sorti une machette. Il dit, je veux voir mon enfant. Parce que c'est comme si le père rêvait tout le temps de l'enfant et il faisait des cauchemars sur l'enfant. Donc, à force de le menacer qu'elle va être découpée, c'est là qu'elle a avoué que elle était allée au Nigeria, qu'on lui a proposé un rituel d'argent pour devenir riche. Mais qu'on lui avait pas dit que c'était son enfant qui allait être victime du rituel. Donc, l'enfant était tombé malade. Effectivement, qu'elle a amené l'enfant là-bas et c'est comme ça qu'ils ont cuisiné l'enfant, ils ont mangé avec de l'igname. Ok, comment vous allez manger l'être humain avec de l'igname? En même temps qu'elle a commencé par révéler comment la chose s'est passée et tout, c'est là qu'elle a commencé le surménage. C'est comme si quelque chose s'est attaqué à sa conscience, ou du moins, en fait, tout ce qu'elle racontait allait devant et revenait derrière. On l'a amenée au commissariat, parce qu'entre-temps, ils ont pensé que elle faisait exprès, jusqu'à ce qu'ils ont compris que le temps qu'elle soit différée, même pour aller au tribunal, elle n'était plus normale dans sa tête. Après, ils l'ont relâchée. Elle est toujours là à Lomé, mais elle est dans la rue. Elle est devenue complètement folle. Elle est toujours là, elle est toujours dans la rue. Moi, je suis allé au Nigeria une fois. Quand je l'ai croisée, bon, j'ai eu un petit réflexe de message et j'ai demandé avec celui avec qui j'étais. Mais cette dame-là, elle devait être une personne riche. Et c'est là que celui-ci m'a raconté un peu ce qui s'est passé. Il s'avérait que c'est son enfant qu'elle avait cuisiné pour manger avec de l'oignon pour avoir l'argent. Donc ça, c'était ma première histoire. Hello la famille, moi c'est Kenab depuis Douala. Pour tous ceux qui aiment bien les histoires mystiques et ont vécu ainsi que leur prochaine expérience mystique et aimeraient sensibiliser la population, je vous invite à vous abonner au max sur la page DMG TV, liker, commenter, partager, bisous. Mais vraiment, tu vois que, est-ce que ça c'est quand ça l'histoire là? C'est une vieille histoire, bien c'est ça? Je crois, bon, selon les informations que j'ai eues, c'est quelque chose qui ne fait pas encore 10 ans. Hein. C'était au Bénin, hein? Non, au Togo. C'est une Togolaise. Ok. La dame en question, c'est une Togolaise. D'accord. Deuxième histoire. Bon, deuxième histoire, c'est aussi à propos d'une femme qui est rentrée dans un secte de sorcellerie et c'était par vengeance. Et en fait, elle était la première femme de son mari. Tout allait bien entre eux jusqu'à ce que son mari aille épouser une autre femme. Donc elle avait une co-épouse. Bon, le monsieur, c'est pas qu'il n'a pas les moyens, mais en fait, il était allé prendre une autre femme pour se venger aussi de sa femme, puisque la femme ne prenait pas soin de lui. La femme ne préparait pas à temps, elle était toujours devant la télé, elle ne s'occupait pas d'elle-même, elle ne prenait pas soin d'elle-même. Donc, quand elle a vu que son mari avait décidé de prendre une autre femme et qu'il avait vraiment pris une autre femme, donc c'est là que le problème a commencé. Donc, elle a commencé par courir dans tous les sens, déjà en premier temps pour passer l'homme, mais ce qui ne marchait pas parce que ça ne prenait pas effet. Tous les médicaments qu'elle faisait sur l'homme ne prenaient pas effet. Et elle avait une camarade à elle, avec qui elle raconte un peu de tout, des feuilletons qu'il regarde et tout. Maintenant, la camarade lui a dit, ah, je connais un vieux quelque part qui va te faire quelque chose, qui va te rendre très puissant. Cette chose-là, tu pourras briser, que ce soit ton mari avec sa nouvelle femme, tu peux décider de leur sort si tu veux. Et tu connais la femme, quand on donne un peu, je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, excusez-moi les mamans, mais tu connais la femme, quand tu donnes un peu de monopole de pouvoir à la femme et qu'elle sait que ta vie dépend d'elle, tu sais comment elle va te jouer ping-pong comme une tennis sur un golf. Elle est allée là-bas, ils ont préparé de l'haricot avec de l'huile.
On l'a donné à manger. Elle a mangé. Elle a demandé, ah, où est le pouvoir que vous voulez me donner? Le vieux lui a dit, l'haricot que tu viens de manger, c'est ça le pouvoir. Cette histoire que je te raconte là, c'est une histoire que donc, à un niveau donné, je me suis mêlé même pour pouvoir sauver la vie de quelqu'un. Donc, on lui a dit, le pouvoir que tu es venu chercher là, c'est ça que tu as mangé dans l'haricot là. Ça s'est passé dans un village qu'on appelle Adja. C'est une zone du Bénin où le gris-gris est très puissant. Donc, ils sont rentrés et c'est la nuit. Elle dormait quand le vieux, chez qui ils étaient allés dans la journée, sa camarade là, sont venus la frapper à la porte. Et ils ont fait sortir là. En fait, ils l'ont permis de faire un voyage avec eux, genre promenade nocturne quoi, pour lui montrer que c'est la sorcellerie qu'on t'a donné et tout et tout. Le même soir là qu'elle est allée, elle a mangé avec eux. Ils ont tué une chèvre là-bas dans l'arbre. Ils ont mangé. Parce que chez eux, c'est les êtres humains qui transforment soit en poisson, soit en chèvre, soit en bœuf. Genre, ce qui leur plaît, tu vois un peu, ils peuvent prendre un être humain pour manger. Et puis leur plat, c'est des boîtes, c'est des feuilles de teck. Tu connais, je ne sais pas si tu connais les feuilles de teck ou bien les feuilles de bambou là. Tu vois les bambous, les petits, le prix que ça donne, c'est ça. Eux, ils prennent pour faire des plats. Donc, ils ont mangé. Elle est rentrée dedans et c'est comme ça, chaque soir, elle partait avec eux pour apprendre comment on pouvait ôter la vie à quelqu'un et tout et tout. Donc, elle a évolué dedans. Jusqu'à là, elle n'avait rien fait ni à sa épouse, ni à son mari. Donc, il est arrivé à un moment que l'homme en question ne calculait plus du tout la femme, c'est-à-dire qu'il ne venait même plus passer la nuit dans la chambre de sa première femme parce qu'il avait constaté que chaque soir, quand il venait frapper à sa porte, la femme ne répondait plus. Donc, lui, il avait pris comme genre, elle ne veut plus de moi, quoi. Donc, elle s'est occupée de lui s'est occupé de sa deuxième femme. Un jour comme ça, sa co-épouse là est tombée enceinte. Sa co-épouse là est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle voulait, parce que déjà, elle mangeait l'enfant des gens quand elle sortait la nuit. Elle mangeait l'enfant des gens. Donc, c'était arrivé à un moment où elle aussi, elle devait donner quelqu'un qu'on devait manger. Donc, quand la co-épouse est tombée enceinte, ils ont programmé que elle et sa camarade là ont programmé que le jour où la dame va accoucher, ils vont manger l'enfant, ils vont prendre l'enfant et cuisiner. L'enfant est mangé. La dame et elle, c'est-à-dire sa co-épouse, elle en question ne s'attendait pas. Ils se parlaient pas. Parce que depuis que son mari a pris cette femme, ils se sont jamais adressé la parole. Même quand la femme la saluait, elle ne répondait pas. Elle ne répondait pas. Ils étaient là comme ça. La grossesse a fait 6 mois. La grossesse a fait 8 mois, 9 mois et tout. La femme a accouché. Ils sont rentrés à la maison 2 jours après, l'enfant est décédé. Sans avoir une fièvre, sans rien. Le jour même que l'enfant est décédé, le mari a pris l'enfant pour aller enterrer. Et le jour là même que c'est-à-dire la femme qui est rentrée dans la sorcellerie est venue avec les noyaux de bœuf. 2 kilos de noyaux de bœuf qu'elle est venue donner à sa co-épouse à qui elle n'a jamais adressé la parole depuis que son mari l'a. Déjà, la femme était étonnée parce que moi et toi, on ne se parle pas. Mon enfant décède, tu viens pour me souhaiter mes condoléances et puis c'est toi qui m'apportes encore de la viande. Et en plus, c'est des boyaux. Donc, c'était un peu suspect, mais la femme a pris quand même et c'est la première fois qu'ils se sont parlé, ils ont dialogué. La femme n'a rien dit. Donc, elle est repartie chez eux. Elle est repartie dans sa chambre. Sa co-épouse a remis les boyaux de bœuf qu'elle a apportés là à son petit frère pour dire va remettre ça à papa et va dire à papa que c'est ce que ma co-épouse vient de m'apporter. Et c'est le père de cette personne-là que moi je connais. C'est pourquoi j'ai été impliqué dans cette histoire. Donc c'est là le père est venu me voir avec le boyau. Il me dit voilà dans quelle situation je me trouve. Et la co-épouse de ma fille vient de lui apporter du boyau. On a fait une consultation et il s'avérait que c'est l'intestin de l'enfant qu'ils ont tué. C'est-à-dire qu'ils ont cuisiné, qu'ils ont mangé la nuit. C'est ça qu'ils ont emballé pour apporter à sa propre maman pour qu'elle mange. Donc, il suffisait juste que la maman mange, accepte le boyau et cuisine manger, ce qui veut dire qu'elle a participé à ce que son enfant soit tué. Donc, moi, quand j'ai fait la consultation, j'ai vu le truc, j'ai dit au vieux, ce que tu as amené là, est-ce que tu sais que c'est les intestins d'un être humain? Et il m'a demandé comment. J'ai dit, mais l'enfant qui est mort, c'est la viande de l'enfant là qu'ils ont attaché, ils ont amené.
Le vieux, jusqu'à là, le vieux, même le père de la copouse ne le croyait pas parce qu'il dit, mais comment un enfant va mourir et on va m'apporter ses intestins? J'ai dit, mais c'est pas la viande, ils ont transformé l'enfant en quelque chose. Ils ont mangé. Donc, ils ont apporté une partie du plat, du festin à sa propre mère pour qu'elle contribue à ça, pour qu'elle mange, pour qu'après, peut-être qu'elle commence pas à leur rejoindre dans les réunions nocturnes, mais pour que peut-être l'enfant aussi, l'âme de l'enfant ne revendique pas ce qui s'est passé. Le vieux m'a demandé qu'est-ce qu'on va faire. J'ai dit, appelle-moi le mari de ta femme, de ta fille, pardon, le mari de ta fille. Je veux discuter avec lui. Donc, on était là quand il a appelé le monsieur est venu. J'ai fait appel le monsieur, je lui ai dit, bon, il y a de la sorcellerie dans ta maison, mais moi, je ne peux pas te dire qui est-ce qui détient cette sorcellerie-là. Parce que chez nous, on nous a interdit strictement de dire, genre, tu fais une consultation à quelqu'un, puis tu intestes cette telle personne qui est sorcière. Si tu as la capacité de dénoncer la personne, tu dénonces, mais pas en prononçant directement le nom de la personne. Donc, moi, j'ai dit au monsieur, on va faire un truc pour toi. Tu vas enterrer dans ta maison. Si tu enterres, si c'est quelqu'un qui a la sorcellerie dans la maison, tu sauras. Parce que le monsieur a construit sa maison. Il y avait des locataires dans la maison. Mais les locataires étaient, parce qu'il a son entrée, lui-même, il a son entrée privée et puis il a l'entrée des locataires. Donc, quand j'ai dit ça au monsieur, lui, dans sa tête, c'est comme si le locataire qu'il avait de l'autre côté, c'était eux qui étaient les sorciers. Ce qu'il avait dans la tête en premier temps. Donc, on a fait le truc et tout, et on est allé, on a enterré. C'est moi-même qui suis allé creuser dans la maison, j'ai enterré. Le jour où je suis rentré dans cette maison pour enterrer ce que j'avais amené, la femme là, la première femme de ce monsieur m'a regardé. Elle m'a regardé. Tu vois, quand une femme regarde dans un miroir pour s'admirer, c'est qu'elle a pris tout son temps pour me regarder du bas vers le haut. Et elle dit à son mari, quand elle finit de me regarder, elle dit à son mari, donc c'est maintenant que tu cherches quelqu'un pour venir enterrer quelque chose dans la maison là. Le mari m'a regardé, j'ai dit au mari, ne dis rien. Donc jusqu'à là, le mari pensait que c'était encore une crise de jalousie. Lui n'avait pas encore capté que c'était ça le pignon qui venait de lui arracher son enfant. Alors que la coépouse dont on parle en question là, c'est-à-dire la femme qui est rentrée dans la société en question, depuis qu'elle est mariée avec le monsieur, elle n'a même pas un enfant. Et c'est toi qui te lèves pour aller manger l'enfant de ta coépouse par jalousie. Ok, il n'y a pas de problème. Donc on a enterré le truc. 2 semaines après, rien ne s'est passé. C'est dans la 3e semaine, il y a une pluie forte qui a débuté et le tonnerre a foudroyé la chambre de la dame, c'est-à-dire tu vois quand il pleut, quand la foudre frappe quelque part, il y a une pierre aiguisée comme un couteau, une pierre très tranchante qui dégage une forte énergie. La foudre a envoyé la pierre dans la chambre de la dame et elle avait paniqué. Donc déjà, ça fait que le soir même en question, elle ne pouvait plus aller à la réunion, elle ne pouvait plus sortir. Si elle fait l'erreur, elle va mourir. Jusqu'à là, le mari n'a pas compris. Et le soir encore, la même pluie a recommencé et le tonnerre a commencé par clignoter. C'est là qu'elle dit à son mari que le monsieur que tu as amené ici pour enterrer le truc dans la maison, il faut lui dire de venir déterrer. S'il ne déterre pas que je meurs, c'est toi que mes parents vont accuser. Il faut savoir que c'est toi qui m'as tué. Donc le gars m'a appelé. J'ai dit, il n'a qu'à envoyer son beau-père pour que le beau-père vienne me chercher. Donc le beau-père est venu me chercher. On est retourné ensemble dans la maison du gars. Je suis rentré, j'ai regardé la femme et puis je lui ai dit, dis toi-même ce que tu as fait. Si tu dis ce que tu as fait, tout ce que tu constates là, ça va s'arrêter. Elle dit que non, que d'ailleurs ce qu'elle a fait, qu'elle avait raison, parce qu'elle était là et que son mari lui avait promis de ne jamais prendre une autre femme. Ils étaient là, il est allé, il a ramené l'autre femme et que c'est ça qui lui a donné la jalousie. Sa camarade lui a proposé d'aller quelque part pour faire quelque chose. Donc ils sont allés, ils ont tué un coq, ils ont préparé avec de la viande de l'haricot, ils ont mangé, que c'est comme ça, elle a commencé par aller dans les réunions nocturnes. Et comme elle mangeait la viande là-bas déjà, elle n'avait pas d'enfant. Donc on lui a dit, il faut que tu donnes quelqu'un. Mais comme sa coépouse était enceinte, ils ont attendu qu'elle accouche et puis c'est l'enfant qu'ils ont pris, ils ont mangé et que c'était les boyaux de l'enfant qui l'ont apporté à sa maman. Le monsieur était dépassé. Il était debout, mais il était paralysé. C'est-à-dire, c'est comme un arbre sans racines. Il était là, mais c'est comme s'il rêvait, parce que ce que sa propre femme lui disait, il ne comprenait pas du tout. Il était resté là, il n'a rien dit.
il est allé s'asseoir. Moi, j'ai demandé qu'on lui donne de l'eau à boire. On lui a donné de l'eau, il a bu. Et c'est là qu'il m'a dit après qu'il est allé voir les christianistes célestes. Les christianistes célestes. Et qu'on lui a fait une vision, on lui a dit que sa femme était sorcière. Et qu'il a dit que c'était faux parce que la femme allait à l'église matin, midi, soir. Maintenant, la dame, elle est déjà rentrée dans la sorcellerie. Nous, chez nous, on ne prend pas, on n'arrache pas la sorcellerie à la sorcière. Mais tu peux l'empêcher de faire des voyages nocturnes. Tu peux l'empêcher de collaborer avec eux. Donc, j'ai ramené la dame, on a pris la dame, on l'a ramenée quelque part où on invoque les morts. Genre, on fait des rituels des morts. Quand quelqu'un meurt, on peut l'appeler là-bas pour faire des choses. Donc, il y a des colas là-bas. Quand tu donnes à manger à une sorcière, si elle mange, elle ne peut plus sortir de son corps. Le jour où elle fait ça, elle meurt. Donc, c'était une dame claire, hein. Elle était très belle. Si tu la vois, tu vas la désirer. Elle était jolie. On est allé là-bas, on l'a lavé la tête. C'est qui la voit. Si toi, tu la vois. Donc, comme ça, on a fait le rituel, on l'a lavé la tête, on l'a rasé la tête et tout, on lui a donné le poulet à manger. Et chaque soir, les gens venaient marcher dans la maison. Parfois, ils attendaient même des bruits de gond, genre comme si des gens venaient faire un balade dans la maison, quoi, pour qu'on libère la dame, pour que la dame leur rejoigne, parce qu'elle leur doit beaucoup, elle a mangé dans beaucoup de tontines là-bas et qu'elle devait rembourser. Finalement, elle a commencé par voir les morts, parce qu'à force de la forcer à vouloir sortir de son corps, tu vas voir les morts, tu vas voir les personnes qui sont décédées dans ta famille, ou dans la famille de ton mari, ou dans la famille ou dans le quartier où vous habitez. Donc, à chaque soir, quand on la forçait pour qu'elle voyage avec eux, elle commençait par voir les morts. Finalement, elle a commencé par faire une crise répétitive et un jour, c'est ça qui l'a emporté. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue aussi de courir pour que la coépouse en question de l'enfant de qui on l'a tué là retombe enceinte. Mais elle continue de faire des fausses couches parce que le coup qu'elle avait reçu, c'est comme s'ils ont pris aussi une part de son utérus. Donc, on continue de faire des traitements spirituels pour ça aussi. Donc, c'était mes deux histoires de ce soir, ça. Ton métier là, tu rencontres des trucs chaque jour. Hein. Avant de raconter cette histoire, parce que c'est mon histoire personnelle et que je continue de vivre. D'accord. Donc, ça a commencé il y a 4 mois, quand je suis allée chercher notre nouvelle fille de ménage. Voilà, parce que il suffisait que ma maman appelle l'une de ses connaissances et on recevait les filles de ménage. Donc, ce jour-là, ma maman m'a dit de passer dans une commune, parce que je vis en Côte d'Ivoire. Voilà, dans une des communes pour aller chercher la fille. Donc, il y a comme un bruit derrière toi là, c'est quoi? Le ventilateur. Il faut éteindre s'il te plaît. Ok. C'est bon, ça va. Voilà, c'est bon. Je me suis 10 minutes check. Voilà, donc je suis allée la chercher, je l'ai envoyée à la maison et c'était le 7 juin. Donc, après ça, le 10 juin, j'ai commencé à faire des rêves bizarres. Donc quand ça a commencé, et quand je fais des rêves, j'ai eu la brillante idée d'enregistrer par des vocaux. Donc à chaque fois que je faisais des rêves, j'enregistrais mes rêves. Et c'était beaucoup fréquent. Je faisais des rêves où souvent on me poursuivait, où on me serrait la gorge. Et dans mes rêves, je priais, comme si c'était récurrent, la paralysie du sommeil. Voilà. Après, je me retrouvais dans l'eau avec des génies, où je me retrouvais à avoir des rapports avec des gens dont je ne voyais même pas le visage. Donc, quand ça s'est fait, j'ai commencé à expliquer. Avant que tu ne continues, il y a des gens qui m'ont demandé comment tu fais pour enregistrer les rêves. Elle me parlait dire que dès qu'elle finit de rêver, quand elle se réveille, elle prend la peine d'enregistrer le rêve. Elle raconte carrément sur, je sais pas, un baladeur, un MP3, voilà, un dictaphone. Voilà. C'est pas genre elle enregistre le rêve, elle parle le micro dans le rêve, elle enregistre. Non, c'est un peu différent. Non, voilà. Ok, Amina, je peux continuer. J'avais l'habitude de raconter mes rêves à ma maman. Et ma maman, comme par hasard, elle m'a dit de ne pas négliger mes rêves. Parce que du côté de mon papa, ma maman n'est pas ivoirienne, mon papa est ivoirien. Du côté de mon papa, il y a ma grand-mère qui était fille de roi de mon village. Parce qu'il faut savoir que la maman de mon papa n'était pas musulmane et le papa de mon papa était musulman. Voilà. Donc ma grand-mère faisait elle avait des génies. Donc ces génies-là, c'était des génies protecteurs.
Voilà, selon ce que j'ai appris hein, avant qu'elle ne décède. Donc après la mort de ma grand-mère, j'ai appris qu'elle a dit quand elle allait mourir, elle allait laisser ses génies soit à l'un de ses enfants, soit à l'un de ses petits-enfants. Voilà. Et j'ai le petit frère de mon papa que ça a commencé à fatiguer beaucoup parce qu'il voyait en rêve une dame et la dame lui apparaissait souvent à la maison. Donc le jour où mes rêves bizarres ont commencé, j'ai vu une dame dans mes rêves. Et la dame là avait une queue de cheval et elle est venue me parler, elle me disait qu'elle venait avec des enfants. Donc j'ai expliqué ce rêve-là à mon oncle et il a commencé à rire. Et il m'a dit, ce sont les génies de ma grand-mère. Et donc je ne devais pas avoir peur, mais si jamais on me demandait de faire des sacrifices en rêve, je ne devais pas les faire. Donc j'ai dit ok. Et comme par hasard, la servante qui venait d'arriver à la maison, elle se faisait passer pour des voyantes. Je ne sais pas si vous voyez. Donc un jour, elle était assise et elle a commencé à parler parce que je lui ai expliqué ce que je vivais et souvent j'entendais des voix où je voyais des ombres dans la maison. J'avais du mal à dormir. Donc je parlais de ça à la servante et elle m'a dit comme ça que je suis abritée par des génies. Donc quand elle a dit ça, moi j'ai pas prêté attention. Du coup, quand j'ai fait un rêve après où dans le rêve on me demandait de me laver les mains avec de l'huile et du vinaigre. Donc dans le rêve, on m'a mis de l'huile dans les mains. Et quand on venait me mettre le vinaigre dans les mains, mes mains ont commencé à trembler et tout est versé. Donc quand je me suis réveillée, j'ai expliqué ça à la fille de ménage. Et automatiquement, elle s'est levée, elle allait prendre le vinaigre et l'huile, elle me l'a donné et elle m'a dit de me laver les mains avec. Donc j'ai dit ok, sans arrière-pensée, je me suis lavé les mains avec. Donc je suis sortie, je suis allée trouver ma maman au salon et je lui ai expliqué le rêve que j'ai fait. Et je lui ai dit ce que la servante m'a fait faire. Elle m'a dit pourquoi tu as fait. J'ai dit bon, moi j'ai pas pensé loin et tout. Ma maman m'a dit plus jamais, si la servante me demande de faire quelque chose, de faire quelque chose, je le fais. Donc j'ai dit ok. Donc j'ai continué de faire des rêves un peu bizarres à chaque fois. Et bizarrement la fille, j'ai remarqué, elle ne dort jamais sur son ventre. Elle dort toujours sur le dos. Et elle dormait nue. Parce qu'elle et moi, elle dormait dans la chambre. Mais elle ne dormait pas sur mon lit. Parce que je restais constamment éveillée au milieu de la nuit. J'avais beaucoup d'insomnie, je ne dormais pas. Donc quand j'ai fait la remarque, j'en ai parlé à ma maman. Et ma maman m'a dit de commencer à me méfier de la fille. Et je faisais mes papiers pour aller à l'étranger. Et la fille m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui m'en veulent. Donc, elle est allée au marché, elle allait acheter des feuilles au marché, elle est venue mettre les feuilles dans un canari et elle m'a demandé de me laver avec les feuilles. C'est par exemple aujourd'hui qu'elle a mis les feuilles dans le canari et elle m'a dit, parce que le lendemain je devais aller à l'ambassade pour déposer mes papiers pour le visa et tout. Donc, la même nuit, je me suis lavée avec le médicament 4 fois d'affilée. Et la 3e fois, le médicament était vraiment chaud. Je lui ai dit non, c'est chaud, je ne me lave pas avec. Donc, je suis rentrée dans la chambre. Et elle est rentrée derrière moi, elle m'a dit, sors, va te laver. Moi aussi, je suis sortie, je suis allée me laver. Quand j'ai fini de me laver, les 4 fois, elle m'a dit de l'accompagner. On va aller jeter les feuilles qu'on a utilisées pour bouillir là, au carrefour. Donc, on est sorti vers 23h. On est allé jeter les feuilles, on est rentré à la maison. Quelque temps après, le visa est sorti, on m'a refusé le visa. Moi, là encore, je n'ai pas pensé à la fille. C'est vrai que je lui faisais tellement confiance. Mais là où j'ai commencé à douter, la fille avait l'habitude de s'asseoir sur la terrasse de la maison, toute seule, et puis elle parlait toute seule. Donc un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi tu as l'habitude de t'asseoir derrière la maison, et puis tout le temps tu parles. Elle dit qu'elle a des génies, et que ces génies-là viennent la chercher au milieu de la nuit pour partir. J'ai dit, ah, comment ça on vient te chercher? Moi, je sais que ce sont les sorciers, on vient chercher au milieu de la nuit, ce sont les sorciers qui partent au milieu de la nuit. Comment ça, toi tu vas au milieu de la nuit? Là, j'ai commencé à vraiment... Ça fait kick dans ma tête, quoi. Donc, il y a une semaine, je devais venir au village pour aller fêter... J'ai une fête musulmane, la fête de Maouloud. Donc là, je dormais, j'ai fait un rêve où la fille était en train de se bagarrer avec ma grande sœur et elle est sortie en furie de la maison.
Et je suis allée derrière elle, aller la chercher, la tirer par le bras. Et dans le rêve, elle est devenue un poulet dans ma main. Elle n'avait plus de plumes, la tête n'était pas là, les pattes n'étaient pas là. Et c'est comme dans le rêve, j'ai coupé la partie de l'aile, j'ai mangé la partie de l'aile et j'ai déposé le reste de la viande dans la cuisine. Et au réveil, il y avait le goût du poulet frais dans ma bouche. Et dans la gorge, je sentais qu'il y avait quelque chose dans la gorge. Ça me serrait, mais ça... Je suis allée prier. Quand j'ai fini de prier, j'avais toujours cette envie de vomir, mais ça ne sortait pas. Et c'est le lendemain que je devais prendre la route pour venir au village. Donc sur la route, en partant au village, je dormais et puis j'ai fait un rêve où on a fait un accident. Donc automatiquement, j'ai commencé à réciter des versets coraniques dans le car, tout ça. Et arrivé au village, ma première nuit, en sachant que sur la route, le car dans lequel j'étais, il s'est gâté 3 fois. L'embrayage s'est cassé pendant que le chauffeur conduisait. 3 fois de suite. On a dû changer de car. Donc, une fois au village, ma première nuit au village, je dormais aux environs de 2h, 3h du matin. J'ai entendu mon nom. Et puis, c'était la voix de la servante. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai vu comme une silhouette dans la maison. Mais j'ai vite refermé les yeux, tout en récitant des versets coraniques, et puis je me suis endormie. Et au village, j'ai mon cousin qui voit un peu tout ça. Donc, je lui ai expliqué mon rêve. Mais tout de suite, il m'a donné quelque chose. Il m'a dit si je rentre à Abidjan, de laver avec. Mais il n'a pas voulu m'expliquer. Donc, je suis rentrée à Abidjan. Quand je suis rentrée, je suis partie directement chez ma soeur. Je ne suis pas rentrée directement à la maison. J'ai commencé à trembler dans la chambre. Donc, quand j'ai commencé à trembler, j'ai appelé ma maman. Et puis, je lui ai expliqué le rêve que j'avais fait où j'avais mangé la chair de poulet. Ma maman m'a dit que ce n'était pas normal. Qu'elle commençait à avoir des doutes par rapport à la fille là. Mais de rester, parce qu'elle me connaît, je lui sens chaud. Elle savait que j'allais appeler ou que si je retournais à Abidjan, j'allais lui faire des histoires là-bas. Donc, elle m'a dit de me calmer. Elle allait demander la signification de ce rêve-là et elle allait me faire un retour. Donc, j'étais impatiente. J'ai appelé mon cousin qui voit un peu là. Donc, je lui ai demandé, tu ne m'as pas dit la signification du rêve que je t'expliquais la dernière fois. Et là, maintenant, il me dit que, parce que bien avant ça, il y a 2 mois, il était venu chez nous à la maison, il était venu saluer. Il m'a dit le jour où il a vu la servante là, comme on dit chez nous, elle ne prenait pas sa tête. Tu vois, mais il n'a pas voulu parler. Que de faire très attention à la fille là parce qu'elle n'a pas de bonnes intentions. Il se peut que ce soit une sorcière. Et comme depuis longtemps, elle essaie de soit m'initier ou de me faire quelque chose, mais c'est en rapport avec des génies, un truc du genre. Et elle devrait être un peu la porte d'entrée à des personnes qui voudraient me faire du mal. C'est ce matin même que mon cousin m'a appelé et il m'a dit ça. Donc automatiquement, j'ai dit ça à ma maman. Parce que ma maman n'est pas en Côte d'Ivoire, elle est allée dans son pays actuellement. Donc quand je l'ai appelée, je lui ai expliqué. Elle m'a dit de ne pas paniquer et quand elle allait rentrer de son voyage, elle allait libérer la fille. Donc moi, je vais vous poser en même temps la question parce que je dois rentrer à Abidjan demain. Donc j'ai dit à ma maman que je vais la confronter, je vais la faire asseoir et lui faire savoir que tout ce qu'elle fait là, je suis au courant. Mais ma maman m'a défendu de le faire. Elle m'a dit de faire comme si je ne savais rien. Sachant que la fille, je lui ai donné mes vieux vêtements que je ne porte plus. Elle a tout ça. Donc voilà un peu l'histoire. Toi que j'ai vécu dans la ville d'Abomba, à l'est du Cameroun. Bon, c'était pas moi, mais ma voisine, son petit frère, au lycée bilingue d'Abomba. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Ngbachi. Pardon? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Ngbachi. Je ne sais pas comment. C'est comme ça qu'on prononce ça. À l'est, je peux dire c'est la sorcellerie des enfants. Le Ngbachi. C'est comme ça qu'on prononce ça. Bon, j'avais... Moi, les gars dans les commentaires, les gars disent qu'ils connaissent ça en fait. Donc. Ok. La sorcellerie des enfants, on appelle ça plus le Ngbachi ou c'est Ngbachi ou c'est un truc comme ça. Ok.
Bon, c'est ma voisine, son petit frère qui a été victime de ça. Apparemment, on donne ça dans la nourriture. Donc, l'enfant fréquente au lycée bilingue d'Abomba. C'était pas un enfant de la ville. Moi-même, je fréquentais dans ce lycée. J'étais pas d'Abomba, mais je suis juste allée là-bas pour les études. Donc, moi, personnellement, j'étais déjà un peu grand. Mais lui, c'était un enfant. Il faisait la classe de Form 1. Un jour, donc, en rentrant de l'école, d'après ce que sa grande soeur m'a raconté, en rentrant de l'école, il rentrait avec ses camarades, on les remis un beignet. Quand il a donc mangé le beignet, il a commencé à voir comment ses camarades de classe se transformaient. Il parlait des serpents, singes, crocodiles, donc ils se sont transformés en beaucoup d'animaux. Ils ont pris la forme de ces animaux et ils ont commencé à lui menacer que le beignet que tu as mangé, tu fais partie de nous, tous les trucs. Il dit au départ, ça ne lui dérangeait pas parce qu'on ne lui demandait rien de spécial. Jusqu'à un jour, on lui donnait les bambous, 5 bambous. L'autre, il devait, dans le Ngbachi, là, quand on te donne ça, tu as un bambou. Un bambou, c'est pour gâter. Soit tu gâtes, soit tu peux arranger quelqu'un. Donc, quand on les donné ça, il avait l'autre il avait attaché sa mère. Il a attaché sa mère, que sa mère va tomber malade. Elle va commencer à avoir mal aux pieds. Donc, il a lancé le poison lent à sa mère. L'autre, il a lancé à sa soeur que son mariage va se gâter. L'autre, c'était que une de ses sœurs aussi, elle va mourir sur une table d'accouchement. C'est comme ça que... Et l'autre, c'était pour lui-même qui ne va pas évoluer avec l'école. Donc, c'est comme ça que ça s'était passé. Tout allait bien jusqu'au... Quand sa mère a commencé à tomber malade, bon, sa maman était déjà presque en train de mourir. Et une de ses sœurs était enceinte, celle qui devait mourir sur la table d'accouchement. C'est où donc il a décidé de parler. Quand il parle chez eux, on n'a pas cru. Et en ce moment, en cette année au lycée bilingue, dans la ville d'Abomba, ça faisait des ravages. Au point où le proviseur du lycée d'Abomba avait appelé un marabout, parce que ça se soigne que, je crois, traditionnellement, un marabout dans le lycée. Ce jour au rassemblement, c'était un lundi au rassemblement, quand tout le monde, après avoir chanté l'hymne, le proviseur donc a fait sortir le marabout là. C'est comme ça que ceux qui avaient le Ngbachi là ont commencé à tomber. Même dans ma salle de classe, beaucoup sont tombés. Après ça, le marabout a commencé à passer dans des salles de classe. Donc, il passait salle par salle. Il guérissait. Il guérissait les gens. Quand il est arrivé dans notre salle de classe, donc c'est comme une société en fait. Ils ont jusqu'à le comptable, celui qui compte les bambous. Donc c'est une entreprise pour eux. C'est ce que moi j'ai su ce jour. Et leur comptable était dans ma salle de classe. Je faisais la forme 2. Donc, je faisais la classe de 5e. Les comptables étaient dans ma salle de classe.
C'est quand on arrive chez lui et c'était le chef de classe. Ce gars était très intelligent. C'est où quand il arrive, il commence à parler que c'est lui qui avait attaché, qui avait tué parce qu'on avait perdu 2 professeurs au premier trimestre. Notre professeur de biologie. On a perdu notre professeur de biologie. On avait perdu aussi notre dame de géographie. Quand on arrive dans notre salle de classe, comme notre chef de classe était tombé, le père a commencé à faire le marabout a commencé à faire ses incantations. Il nous a demandé, les musulmans, réciter des versets coraniques, les chrétiens, des versets bibliques dans vos cœurs, vous priez. Parce que si vous ne priez pas, ça va vous prendre. C'est comme ça qu'on a commencé à prier. Le chef de classe avoue que ce sont eux, ils avaient donc notre professeur de biologie, il avait eu une vision, apparemment, il les menaçait et effectivement, il les insultait toujours en classe que vous avez le Mbachi, ça ne peut pas me prendre. Donc, ils avaient fait une réunion, ils ont préparé le professeur de biologie et quelques temps après, ils ont tué notre professeur de géographie. Tout ça, c'est dans la région de l'Est à Bomba. On appelle ça, c'est la sorcellerie des enfants, on appelle ça, c'est connu presque de partout, le Mbachi, où je prononce mal, je ne sais pas trop. D'accord. Et avant de continuer, si tu n'as pas encore liké la vidéo, like d'abord la vidéo avant de continuer. Hey, c'est comment? Comment on est nombreux comme ça et puis on like, on voit les vues, on fait 4000 vues avec seulement 500 likes. Là, je vous raconte une juste petite histoire. Avec son histoire, je me suis rappelé aussi d'une histoire chez nous. À Bertois, il y avait, comme Bertois, il y a 2 marchés. Il y a le marché de la grande ville, le marché central. Et il y a l'autre marché, on appelait ça le marché de Colbicon. Colbicon, c'est une ville à l'entrée c'est un quartier à l'entrée de la ville. Donc, vous savez, quand quelque chose va se passer physiquement, dans le spirituel, les gens ont déjà dit oui. Les sorciers, en fait. C'est aussi comme on dit à l'église, Dieu t'a déjà révélé un truc. Les sorciers ont aussi déjà vu ça. C'est à toi de prier pour couvrir ça dans le sang de Jésus. Ou encore de ne rien dire et les sorciers vont bloquer. Donc, c'est entre le monde mystique et le monde spirituel. Il y a bagarre avant que dans le fixé, cela se manifeste. Donc, les sorciers du quartier avaient déjà dit qu'il n'y aura pas de marché. Ils avaient déjà bloqué. C'est un marché qui a eu bagarre physique comme spirituel. On part au marché central. On ramasse les choses des vendeurs. On porte par force. On vient déposer au marché de Colbicon que par force, elle fait le marché. Les gens reportent les choses, ils rentrent à la maison, qu'ils ne partent pas dans le marché. Là, c'était comme ça tout le temps, tout le temps. On a même construit les bâtiments pour leur faciliter. Que bon, venez seulement, non, entrez seulement, vous louez seulement, c'est tout. Les gens ramassent leurs trucs. En fait, c'était quoi? Dans le spirituel, il y avait déjà un groupe de sorciers qui se sont arrangés. L'histoire-ci. Avec certaines autorités, même du quartier, en fait, je ne veux pas citer. Mais généralement, dans le quartier, les autorités là, pour qu'ils soient établis, je vais prendre un exemple, les chefs des quartiers et tout, ce ne sont pas les gens simples aussi. Généralement, les chefs des quartiers sont des personnes qui sont déjà membres de la sorcellerie du quartier. C'est comme ça qu'il y avait une maman. Moi, c'est elle qui me fait raconter l'histoire. Elle était comme la cheftaine. Ce qu'ils faisaient, c'est que si l'année-ci, ils sont partis prendre la sorcellerie, avec les autres quartiers, il y a peut-être réunion, ils ont pris la sorcellerie. S'ils ont porté le sac des moustiques, toute l'année là, vous allez avoir une qualité de moustiques que vous n'avez jamais eu dans le quartier. Ça veut dire que le sac qu'ils ont porté était les moustiques. C'est comme ça qu'une année, on a vu les moustiques, tout le monde bavardait seulement que je sens que les sorciers du quartier, si on seulement pris les moustiques, c'est comment. Si l'année, si ils partent prendre le sac, que ça tombe qu'il y a les mangues, tous les manguiers vont produire. C'était comme ça que ça se passait. Il y a eu l'année où elle avait pris les abeilles. On l'appelait d'ailleurs maman abeille. Si tu pars dans ces manguiers, les manguiers, il avait beaucoup de mangues, de bonnes mangues. Tu cueilles une mangue. Moi-même, ça m'avait piqué un jour. J'ai lancé comme ça là. Donc l'abeille est venue. C'est comme ça que ça te piquait. Et dans son champ, il y avait des baobabs. Vous connaissez tout ce que c'est
spirituellement ce que le baobab veut dire. Donc, c'est des maisons aussi spirituelles. Donc, le quartier était déjà dépassé. On a dit qu'ok, on va appeler les grands marabouts pour venir. Entre les sorciers et les marabouts, ils vont bagarrer pour que le marché là arrive. Donc, ils ont pris un marabout. Le marabout a dit qu'il a cité le nom cité. Et elle était celle qui détenait, je peux dire, la dernière clé. On est arrivé chez elle. On dit qu'on veut la clé. Elle dit qu'il n'y a pas. Elle dit que la clé, il n'y a pas. On menace, on menace. Je ne sais pas comment ça se passe, mais sorcellerie-comment il menaçait avec les remèdes, il boule. Elle dit que oui, je veux donner la clé. Je veux donner la clé. La clé ici. Elle dit, à côté de son feu, on part pour creuser la clé. Elle dit que oui, la clé. Comment on creuse la clé? La clé ne fait que fuir. La clé ne fait que fuir, entrer dans le sous-sol. Les gars étaient aussi prêts. Ils ne font que creuser, ils ne font que creuser. Ils attrapent la clé. Elle dit que bon, comme vous avez pris la clé, ce n'est pas tout, hein. L'autre encore. C'est un peu comme Silla, je ne sais pas. C'est un peu comme la pizza. Chacun a une part. Donc, si elle a la clé, l'autre doit avoir, je ne sais pas, comme Silla, je ne sais pas ce qui a vu déjà 24. Ils ont prêt. Bref, chacun a une part. C'est comme ça qu'on arrive chez l'autre. Il dit que non, ça, lui, ce n'est même pas ici, c'est dans le trou du cabinet. C'est comme ça que les marabouts là bagarrent. Ils font sortir le serpent dans le cabinet. Ils bagarrent aussi avec le serpent. Vivant, hein? Vivant en journée. Moi, ma mère me disait souvent que pardon, ne pars pas où. Déjà, même voir seulement le serpent, la bagarre avec eux, c'est toujours mystique. C'est comme ça qu'ils ont livré les bagarres avec l'autre serpent. L'autre grand sorcier là, ils ont pris. Après, ils ont dit que oui, le marché va avoir lieu. On attend. On dit combien de temps? Ils disent 2 mois. 2 mois, le marché fait un semblant comme si le marché va avoir lieu. Ça ne donne pas. On rappelle encore les grands marabouts. C'était comme ça qu'il y avait la négociation spirituelle pour que le marché arrive. Il y a eu tellement de négociations que la dernière fois, ils ont dit que non, il faut qu'on paye 2 bœufs, les sacs de sel, les sacs de farine, les sacs de ceci. C'est comme ça que la commune, ou c'était quoi, bref, les choses du Ngomna, avait payé, acheté ça. Parce que c'était une réunion qu'il y avait eu avec les gens sorciers et les gens des autorités. Comme ça qu'on a acheté tout ce tas de trucs, les bœufs et tout, et on a donné aux sorciers. Ils ont libéré le marché. Aujourd'hui, le marché là existe. Donc, sans même faire la force, le marché est venu tout simplement. Donc, même dans le spirituel là, il y a des choses qui se bloquent. C'est que les sorciers ont bloqué. Il faut même 2 fois négocier physiquement. C'était ma petite histoire là. C'est vrai qu'on avait souvent pour le marché. Le marché finalement venu, c'était à côté de chez nous. Donc, ça faisait que s'il y avait la facilité d'aller au marché. Donc, c'était mon histoire. D'accord. Oui, les sorciers ont libéré le marché. Ok. Bonsoir, Basson. Bonsoir, Dem. Comment tu vas, tonton? Ça va. J'aimerais raconter une histoire qui m'était arrivée au Cameroun à Bonanjo. C'est là où j'avais compris que il y a 2 fois, les gens cherchent eux-mêmes leur propre mort. Un matin, je suis à Bonanjo. Non, c'était dans l'après-midi. J'étais à Bonanjo. Je suis parti rendre visite à quelqu'un dans un bureau là. Alors, j'étais en train de rentrer. Subitement, j'entends comment quelqu'un est en train de siffler de l'autre côté. Il siffle, je me retourne. Il lance la main. Je regarde à côté de moi. Je ne vois personne. Je dis que mais je ne le connais pas. Je continue. Il siffle encore, je m'arrête. Après, il parle. C'est comment? Depuis tu es où? Viens, non? Je suis étonné. Mais je ne le connais pas. Dans ma tête, il me dit que je peux faire comme ça que peut-être que il a peut-être même les 100 000 de quelqu'un, il veut lui remettre son argent. Moi aussi, je dis que oui, ça va. Il dit viens, il dit que non, toi viens. Il vient. Dans ma tête, je ne pouvais pas imaginer ce qu'il voulait. Mais je me disais peut-être que, on peut faire comme ça, il dit que voilà tes 200 000, tes 100 000, depuis que tu es cher, voilà ton argent, c'est là. Le gros cœur. Après, il me dit, mais toi, ton numéro ne passe plus, hein? Il dit, comment ça? Il dit, est-ce que tu as mon numéro? Il sort un bout de papier au monde. Il dit que non, mais j'avais cherché le numéro. Il dit, mais voilà. Il dit, mais on peut prendre quelque chose, non? On arrive dans un restaurant, commande les œufs avec le jus. Il met la main dans le sac, au ressortir un billet, il sort tout un lot d'argent. C'était au moins 4 millions, mon frère. Après, il paye. Il me dit que, hey,
C'est sûr que il a l'argent à remettre à quelqu'un. Aujourd'hui, là, mon Joe est venu. Après, on arrive à un moment, à un niveau, il dit que me yamo, j'ai Wanda complètement. Il n'a pas compris, donc j'étais bouleversé. Il dit que merde. Il dit que me yamo, que il va s'occuper de moi, il va m'acheter les habits, les chaussures. Merde, j'étais scandalisé. C'était la première fois qu'un homme me dit qu'il me yamo. Je reste tranquille. Je crois peut-être qu'il va donner peut-être même 10 000 qu'il peut au transport. Il ne me donne rien. Me voici maintenant, j'entre à la maison. Il m'avait expliqué au gars. Il dit que père, quelque chose m'est arrivé à Bonanjo. J'explique. Il y avait un gars de mon quartier. Il était au bar. On demande que Yamo, ça veut dire que Yamo, ça veut dire qu'il dit qu'il m'aime. Il dit qu'il m'aime. Il m'aimait. En fait, c'était un PD, non? Il disait qu'il m'aime. Oui, un deuxième. Voilà. C'est donc comme ça que j'arrive au quartier, j'explique à mes amis, j'explique, on rit, j'explique. Il y avait un gars qui était assis de l'autre côté, au bar, il buvait sa bière, il comprenait tout. C'était un grand bandit dans mon quartier. Après, ma père me dit, petit, viens un peu. Je viens. Il me dit, mais ce que tu as expliqué là, c'était où? Il dit que grand, c'était à Bonanjo. Il dit, petit, parce qu'en fait, le monsieur m'avait donné rendez-vous samedi au cinéma Lovouri. Voilà, il m'avait donné rendez-vous samedi. Mais moi, je ne pouvais pas partir. Maintenant, le bandit là m'explique que non, petit, laisse, on va aller là-bas. On va aller là-bas. Quand tu seras avec lui, non, on va venir lui dire que mais notre petit frère, ça fait 3 jours, on ne le voit pas. On va le ham. Et maintenant, il va falloir qu'il paye sa tête parce que l'homosexuel, les deux sims là, on ne veut même pas. C'est les gens qui ne doivent même pas exister. Il me convainc, j'accepte. Ça me dit arrive donc. Il démarre la moto, on part à Bonanjo. On part à Bonaprise au cinéma Lovouri. J'appelle le monsieur. Son téléphone sonne. Il ne prend pas. Après, il m'appelle. Il me dit, mais tu es où? Il dit que depuis que moi je suis au cinéma Lovouri, au cinéma Bonaprise, au cinéma Lovouri, je t'attends. Mais toi, tu es où? Subitement, il dit, regarde de l'autre côté, je regarde. Je le vois de l'autre côté, dans le noir là-bas. Il dit, viens. N'est-ce pas, il traverse la route. Je pars. On marche. Je guette derrière. Je vois que le gars avec qui je suis, le bandit là, lui, il n'est même pas vigilant. Je tiens. Après, subitement, il a vu là, je partais là, a commencé à suivre. On a commencé à marcher. Il me demande en route que tu as faim? Je dis que oui, j'ai très faim. Il me dit, ok. Moi, je crois peut-être qu'on va dans un restaurant. Mais on marche, on ne s'arrête pas. Il dit que mais le type m'amène où? On marche. À un moment donné, on arrive en Commando. Et c'est un quartier que j'ai grandi là-bas, donc je connais presque tout Commando. Le monsieur m'a amené dans les couloirs. Nous sommes entrés dans une maison. Il y avait une femme dans la maison là, une maison presque inachevée. Il y avait une femme qui était au salon. Elle était en train de décortiquer les pistaches. Il m'amène dans la chambre. J'entre. À un moment donné, quand je regarde autour de moi, je voyais de ces croix, de ces bibles. J'ai compris que je suis entré dans un endroit que je ne pouvais plus sortir vivant. J'ai compris même... C'était même pas un deuxième en tant que tel. C'était un type très compliqué. Il y avait de ces bibles. Tu vois une petite bouteille avec une grosse croix. Merde. J'étais scandalisé. Je ne comprenais plus rien. Après, il apporte un plat de riz. Je te jure. Il n'y a aucune tomate qui est comme c'était le sang. Un plat de riz avec... Où c'était que le foie de quelqu'un ou un gros morceau de viande comme ça là. La sauce là était rouge comme le sang humain. Ça faisait même peur. Il me dit, prends, tu manges.
Je dis qu'il ne mange pas. Il dit quoi? N'est-ce pas, tu m'as dit que tu as faim? Tu m'as dit que tu as faim, non? Pourquoi tu ne manges pas? Il dit qu'on devait manger après. Il dit non, oh, mange maintenant. Moi, je lui dis que, mais je vais manger. Je te dis qu'après, non, attends, je me repose, non? Il dit, tu te reposes comment? Moi, je n'aime pas quand il dit la nourriture mamite, on ne mange pas. Je dis que, gars, tu vas manger après. Pourquoi tu veux forcer à manger? Il y a seulement que je dans la nourriture là. Il dit non, non, ça va, ça va. Il est parti là, garder sa nourriture. Mais, il reste là, il dit que, mais le gars avec qui est sûr, il ne va pas venir me délivrer ici. Personne n'entre. C'est là où j'ai compris que j'ai cherché ma mort moi-même. Il entre aux toilettes, il ressort. Après, il prend une bougie, il allume. Il se tient comme ça, il me tourne le dos. La prière que le type l'a fait dans la chambre là. Depuis que je n'ai jamais vu quelqu'un prier comme ça, c'était une prière très compliquée. Il a prié. Il tremblait même. Après, il me dit que ce que tu voulais faire là, il faut te méfier. Et dans tout ça, j'étais assis, c'était comme si on m'avait attaché les pieds, comme si, donc c'était comme si on m'avait attaché les pieds, donc, c'était comme si on m'avait bloqué. Il a fini de parler, de me menacer. Quand il a seulement dit que lève-toi, tu sors. C'était comme si on m'avait détaché maintenant. Je suis sorti. Quand je sors maintenant, je cherche même le gars même qui m'a mis dans ces problèmes-là. Je ne le vois pas. Après le voir là-bas, il dit qu'il nous voit. Après, on a disparu. Il dit qu'on a disparu comment? Il dit qu'il était derrière nous, il nous voit, mais il ne sait pas comment on a fait. Je dis que les gens peuvent me tuer là-bas. Et la moto qu'on avait, on a fait 3 crevaisons en route avant d'arriver à la maison. Et presque une semaine après, parce que c'est un quartier que j'ai grandi, je suis reparti là-bas, je n'ai plus jamais revu la maison là. Donc, j'ai cherché même par où nous sommes entrés à la maison, je n'ai plus jamais revu la maison là. Et le type là, je suis reparti à Bodanjo. Je ne lui ai plus jamais revu parce qu'il m'avait montré là où il travaille. Donc, en fait, c'était un message aussi pour dire aux gens qu'à un moment donné, la facilité n'est pas bien parce que c'est nous-mêmes qui cherchons tout le monde. Regarde par exemple la situation là où j'étais là. Je pouvais mourir facilement comme ça. Parce que c'était même pas un deuxième en tant que tel. C'était quelqu'un peut-être voulait un sacrifice. Il pouvait me sacrifier là-bas dedans. Heureusement que bon, peut-être j'ai eu aussi un sang fort. J'ai échappé. Donc... Si tu dis que tu n'as pas vu la maison quand tu es reparti, c'est un revenant, peut-être c'est un esprit. Je n'ai plus... Je dis que Commando, c'est un quartier que j'ai grandi. J'ai appris à parler le Bassa là-bas. Parce que normalement, moi, je ne suis pas Bassa. Et Basson, le nom Basson que tu vois là, c'est là-bas qu'on me donne le nom là. Parce que je parle très bien Bassa. Donc, c'est un quartier où j'ai grandi. Je connais tout Commando, mais je n'ai plus jamais revu la maison là. Et même la dame qui était au salon en train de côté le pistage là, c'était seulement une couverture. Ce n'était pas les gens de la maison. C'était un truc que... Donc, tu vois, c'était comme si le type là était en mission pour venir à chercher quelqu'un pour un sacrifice. C'était ça. Comment se fait-il? Est-ce qu'un deuxième peut avoir... Je dis que j'ai vu les Bibles là-bas que je n'ai jamais vues. C'est là où j'ai compris qu'il y a plusieurs sortes de Bibles. Moi, la Bible que je connais, c'est ce qu'on utilise à l'église. Mais ce que j'ai vu dans la chambre du monsieur là, je n'ai jamais compris. Donc, en fait, c'était ça mon histoire. Merci beaucoup, monsieur Basson, pour l'histoire. Ok, bonne soirée. Je suis en bas. Mais attends. Il raconte l'histoire avec la qualité de gamme de Toronto Alex. Histoire et en même temps ça fait rire. Bonsoir, Leandro. Salut DMG, comment vas-tu? Très bien, désolé, laisse-moi reprendre mon souffle parce que j'ai écouté l'histoire du frère tout à l'heure, ça m'a un peu ému, mais bon, ça va. Alors, l'histoire que je te racontais, je l'ai pas vécue, mais on m'a raconté ça quand j'étais parti au Nigeria. On était parti au Nigeria pour un tournage, précisément à Lagos. Et quand on avait terminé le tournage et tout, on est sorti dans le quartier pour aller chercher à manger. Et sur la route, on a tombé sur un établissement qui avait pris feu, mais les feux n'étaient plus là en fait. C'était comme si
Il y avait genre de la bouche, de la fumée et tout. Il y avait pris feu. Donc du coup, moi j'ai posé la question à celui qui nous avait répondu, enfin celui qui nous avait reçu à Lagos. Je lui ai demandé, j'ai dit, ah frère, mais qu'est-ce qui s'est passé à cet établissement-là? Il me dit, ah, il y a une histoire ici, vraiment qui s'est passée, c'est dingue. Donc c'est là qu'il commence à me raconter. Il me dit que il y a une dame qui était dans le quartier, dans l'intersection là, qui faisait des beignets. La maman là vendait des beignets, mais au début, son business ne marchait pas. Donc quand son business ne marchait pas, elle a décidé d'aller... T'as disparu? DMG. Je suis là. Ah, d'accord. J'ai cru que mon écran avait bugué. Donc, Non, c'est là. le mec me raconte que la dame qui vendait les beignets, quand elle a commencé son commerce, les beignets, les bouillies en fait, quand elle a commencé son commerce, le business ne marchait pas. Et puis au bout de quelques temps, son business a pris. Les gens même des quartiers voisins venaient chez elle pour acheter des beignets. Et arrivé un moment, elle a quitté le business des beignets, elle a ouvert un fast-food. Elle a ouvert un fast-food et ça prenait vraiment jusqu'à un jour, les gens du quartier sont venus brûler le fast-food. Donc c'est là que j'ai vu l'établissement avait pris feu après. Donc je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'il me raconte. Il me dit, la dame, le jour qu'ils ont découvert sa magouille en fait, elle était en train de confesser. La dame dit, quand elle a commencé son business des beignets, elle vendait des beignets à la bouillie, ça prenait pas. Elle est partie se plaindre auprès d'une de ses sœurs qui fait des navettes Cotonou, Nigeria. Et sa frangine lui a conseillé qu'elle connaissait un grand maître qui est à Cotonou, qui pourra vraiment l'aider à booster son business. Donc les deux ont pris l'avion, ils sont partis à Cotonou. Arrivé à Cotonou, elle a consulté le monsieur, ils ont fait des pratiques et tout. Le monsieur lui a conseillé de prendre les lingettes des femmes, si ce n'est pas pour elle-même, elle peut prendre pour quelqu'un d'autre, pour ajouter ça à ses recettes. Donc, oui, les lingettes des femmes. Quand elle fait genre la bouillie ou quand elle fait sa pâte pour la farine et tout, en bas de la cuvette ou en bas du seau, elle doit laisser les lingettes en bas. Et elle fait tout en haut et elle utilise le conteneur là ou bien le seau là pour faire ce genre de recette là. Et ça a marché. Quand ça a marché, c'est là que les gens commençaient à venir de plus en plus et elle a commencé à avoir de plus en plus d'argent. Arrivé à un moment, elle sentait qu'elle voulait faire plus. Donc elle sort partir revoir le monsieur pour dire au monsieur, ah moi je vais quitter du business des beignets pour ouvrir un fast-food. Le monsieur a dit, ok, si tu dois faire plus grand, alors on doit changer la méthode. Ce que je te demandais, c'est que cette fois-ci, quand tu fais tes recettes, vu que tu vas maintenant faire les poulets, le riz et tout ce genre de choses, les pizzas et tout, cette fois-ci, tu as besoin de quelque chose qui va t'apporter plus de puissance. Donc, je te conseille cette fois-ci de ne plus utiliser les lingettes, mais d'utiliser les spermatozoïdes des hommes. Yeah. Tu mixes ça avec... elle a dit qu'elle avait une bouteille, comme une bouteille de sport, je sais pas comment. Elle prend cela, elle mixe avec le cocktail que le monsieur lui avait donné. Et à chaque fois quand elle prépare, elle fait tomber les gouttes en fait. Fait tomber les gouttes dans les plats et tout. Donc, mais la dame a dit, mais moi, je vais trouver les spermatozoïdes là où? Le monsieur a dit, ne t'en fais pas. Moi, je connais quelqu'un qui pourra t'aider avec ça. Donc, de bouche à oreille, quand elle est revenue à Lagos, c'est une Nigériane, quand elle est revenue à Lagos, le monsieur lui a mis en contact avec un jeune homme qui travaille dans une boîte de nuit. Donc, tu connais les boîtes de nuit où il y a les hôtels à côté là? Oui. Oui. Donc, le jeune homme en question, son travail, c'est juste après que la soirée est finie, il vient nettoyer et tout, il ramasse les préservatifs déjà utilisés avec les spermatozoïdes à l'intérieur. Et puis, il prenait cela, il partait donner à la dame, et en retour, la dame lui donnait de l'argent. Donc, c'est comme ça ils fonctionnaient les deux. Maintenant, la règle, c'était qu'ils ne devaient pas partager ce secret-là avec qui que ce soit. Ça devait rester entre les deux. Comme tu sais, les histoires ne durent jamais. Ils ont commencé à travailler ensemble. La dame commençait à avoir plus d'argent et le monsieur commençait à avoir sa part du gâteau. Il travaillait. Et arrivé un moment, il y a des jours, les clients ne venaient plus comme avant. Comment on appelle ça là? Comment on appelle ça? Nightclub là. Au nightclub. Les clients ne venaient plus avant. Donc ça commençait à devenir difficile pour le monsieur d'obtenir les spermes d'autres hommes. Donc,
Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Il a proposé, quand la dame, il devait se rencontrer chaque matin pour donner les spermes. Au lieu d'amener les spermes du client, le monsieur commençait maintenant à porter ses propres spermes à lui. Yeah. Donc les jours où il y avait des clients à la boîte de nuit ou à l'hôtel, lui récupérait. Les jours où il n'y avait pas de clients, il était obligé d'utiliser ses propres spermes à lui pour aller donner à la dame. Il a expliqué à la dame, le business est devenu difficile. Donc, si tu veux que je continue à fournir, tu dois m'augmenter aussi de l'argent. La dame a dit, non, je vais réfléchir là-dessus et tout, on verra. Et malgré qu'il a fait cette demande, la dame n'a pas augmenté sa part du gâteau. Et un jour, le monsieur part dans un bar en train de boire avec les amis. Dans l'excès de l'alcool, il révèle le secret. Je ne sais pas s'il était bourré, s'il était sous. Il révèle le secret à ses potes. Il dit non, sur l'alcool en fait. Je dis non, la dame là, je lui fais des trucs, voilà. Et elle ne peut pas m'augmenter mon budget et tout, voilà. Sans se rendre compte qu'il avait dévoilé le secret. Après avoir dévoilé le secret, les amis n'ont pas pris au sérieux. Ils se sont séparés, chacun est rentré chez lui. Le lendemain matin, on se réveille comme ça, on trouve le monsieur est devenu fou. Ouais. Et quand le monsieur a développé la folie, ses amis ont pris ce qu'il avait dit à la soirée d'avant au sérieux. Et ils ont commencé maintenant à mener des enquêtes. Ils ont mené des enquêtes, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au niveau de venir partir confronter la dame. Quand ils ont confronté la dame, c'était juste un petit piège. L'heure de livraison et tout, l'autre n'est plus là, voilà, je remplace et tout, voilà. Et quand les potes appellent la dame pour dire à la dame que non, l'interne ne peut plus livrer, c'est nous qui allons livrer à sa place. Et vu que la dame accepte, donc la dame est vraiment dans ce que le monsieur est en train de raconter. Et quand la dame arrive pour venir récupérer son lot de sperme de la journée, c'est là qu'on l'attrape. Et les habitants du quartier, c'est un quartier avec beaucoup de musulmans, il y avait des chefs imams, il y avait beaucoup de chrétiens, en tout cas les gens venaient pour vraiment manger chez elle. Après cette histoire-là, les gens de la population nigérienne, tu sais comment ça se passe. On a tabassé la dame, on a vraiment tabassé la dame n'a pas survécu et ils ont brûlé l'établissement. Donc c'était un peu ça l'histoire. Tu me reçois. Très bien, très bien. Voilà, elles avaient l'habitude de rentrer de l'école ensemble. Alors, il y avait un monsieur là qui passait de temps en temps, monsieur véhiculé, grosse voiture, carburant et tout, qui avait remarqué l'une des quatre. Alors, le monsieur, bon, les filles aussi avaient déjà remarqué la voiture du monsieur à chaque fois à l'entrée du collège. Mais elles ne prêtaient pas attention, tu vois. Alors, un jour, le monsieur prend son courage, il aborde la demoiselle. La demoiselle en question, il dit à la demoiselle qu'il aime et tout. Il invite la demoiselle à manger quelque chose. Alors la demoiselle dit qu'elle est avec ses copines et elle ne peut pas laisser ses copines seules. Elle veut partir avec ses copines et tout. Le monsieur dit il n'y a pas de problème, on va avec ses copines. Alors il lui demande de choisir un restaurant. Elle va choisir un restaurant à Yaoundé, un restaurant cher à Bastos. Ils vont aller au restaurant manger. Alors quand ils vont au restaurant, elles vont prendre des plats chers, le gros cœur. Elles vont prendre des plats chers, elles vont manger et il va les accompagner tout doucement, tranquillement, genre il faut gagner la confiance et tout. Alors le deuxième jour, il revient encore. Il leur propose encore la même chose, ces mêmes filles vont accepter. Le troisième jour, il va revenir, il va reproposer. Alors, le quatrième jour, bon, il a peut-être 1 ou 2 mois. D'après ce que il racontait, il va faire 1 ou 2 mois, il ne va plus passer. Et après, il va repasser. Quand il repasse, c'était la fin de la demoiselle en fait. Il va proposer à la demoiselle la même chose. On va manger et tout. La fille dit oui, je suis avec mes copines comme d'habitude et je ne peux pas partir seule. Il dit sans problème, mais tu sais, j'étais en mission ces derniers temps, je ne pouvais pas être là. Donc, il va s'excuser pour son absence dans le vide qu'il a laissé là pendant 2 mois. Tu vois, elle va accepter parce que
apparemment, chaque fois qu'il la déposait, il lui donnait toujours une somme de 100 000. Donc, chaque fois qu'il venait la porter, qu'il partait la déposer chez elle, il lui remettait 10 papiers. Donc, c'était clair chaque fois. Alors, le monsieur va dire, on va alors dans un restaurant. La fille va dire non, je vais laisser une de mes copines choisir un restaurant aujourd'hui. Il dit non, laissez-moi aujourd'hui, je choisis le restaurant. Alors, il va les amener dans un rare restaurant à Mbankolo, c'est Mbankwa, là, un truc comme ça quand même. Elles vont partir manger. Alors, elles vont finir de manger. Le monsieur va dire, bon, maintenant, il faut laisser tes copines rentrer. Je veux que toi et moi, nous causions profondément, non, par rapport à notre relation, parce qu'on n'a jamais eu le temps de vraiment causer. La fille avait déjà eu confiance au monsieur, pourtant c'était même un esprit, c'était quelqu'un qui n'existait même plus. Elle va accepter. Elle va dire d'accord, je vais laisser mes copines rentrer, mais avant, il faut que j'aille à la maison me changer. Il va dire non, on va pas prendre beaucoup de temps, même avec ta tenue, on peut causer, nous sommes déjà là et tout. Il va dire c'est aussi vrai, quand on va me voir sortir, revenir, c'est compliqué et tout, et tout, et tout. Elle va faire confiance au monsieur. Alors, il va remettre 100 000 aux 3 filles. Parmi les 3, il y avait ma petite cousine. Il va remettre 100 000 aux 3 filles. Il va dire rentrer à la maison. Votre copine vous retrouvera. Donc vous allez chatter le soir et tout, et tout, et tout. Les filles vont récupérer les 100 000 et elles vont rentrer. Quand elles vont rentrer, il va dire à la fille, si tu as fini de manger, tu rentres dans la voiture, on va causer. Je vais t'amener quelque part où c'est plus calme pour qu'on essaye de causer. Elle va se lever. Elle va prendre une bouteille de Heineken. C'est la canette ou la bouteille, un truc quand même comme ça. Elle va rentrer dans la voiture. Arrivée dans la voiture, le monsieur démarre la voiture et il s'en va avec elle. Quand il s'en va, il va l'amener très loin. Donc en Mbankolo, il ne faisait qu'entrer dans le quartier, entrer. Et à un moment, il n'y avait plus la route, c'était déjà une piste. Donc, genre, on ne pouvait plus, la voiture, même la moto ne pouvait plus circuler là-bas, c'était juste les piétons. Alors, il va demander à la demoiselle de descendre de la voiture. Et demande, mais pourquoi tu m'as amené ici? Je ne connais personne ici et tout. Tu connais un peu les mentalités des enfants qui ont un peu d'argent là. Il va dire non, je veux juste qu'on cause et tout et tout. Il va dire non, ici, ce n'est plus le moment de causer. Tu as déjà assez mangé mon argent et avec tes copines. Ne pense pas quand même que je suis un enfant, je ne donne rien pour rien et tout. Elle va se mettre à pleurer, supplier le monsieur, pleurer, supplier. Le monsieur va dire non, ça ne marche pas comme ça. Il va partir derrière sa voiture, il va faire les selles. Il va revenir avec les selles. Il va dire à la fille, voici mes selles, tu as 2 options. Soit tu manges mes selles, soit tu meurs. La fille va refuser. Elle va dire qu'elle ne peut pas manger les selles. Vraiment, c'est impossible et tout. Le monsieur dit donc. Bon, bref, ils vont d'abord beaucoup discuter là et tout. Il y avait quelqu'un qui passait par là, en fait, quelqu'un qui filmait. Donc, quelqu'un qui avait aussi peur d'aller, de peur que le monsieur ne le tue, quoi. Alors, le monsieur va lui dire de se déshabiller. Elle va dire non, je suis en période, je suis en train de saigner, je ne peux pas me déshabiller et tout. Il dit mais ça tombe bien, il fallait me dire dès le départ que tu saignes. Ça tombe bien, alors enlève ta garniture, tu me donnes et je te libère. Elle va refuser. Elle va dire non, ses parents ne l'ont pas éduquée comme ça, elle ne peut pas enlever sa garniture, c'est sale et tout. Le monsieur va dire enlève ta garniture, tu me remets, il sort le couteau. Quand il sort le couteau, elle va paniquer, elle va tomber, donc elle va s'écrouler. Quand elle s'écroule, elle commence à respirer. Donc, je ne sais pas où elle était asthmatique ou quoi. Le monsieur va fouiller son sac, dans le sac de la jeune demoiselle. Il va trouver la ventoline. Il va quand même avoir l'amabilité de pomper ça dans sa bouche. Quand il va pomper la ventoline... Elle était asthmatique, hein? Oui. Elle était asthmatique. Pour finir, donc, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une cousine au pays. Nous les filles, maman, on cherche. Et on cherche là, non. On trouve. Donc,
J'ai une cousine à l'époque, dans les années 2000-2005. Non, 2000-2005, quand les recherches Love là chauffaient encore sur Internet. Vous vous rappelez, non, les filles partaient au cyber, elles faisaient le yamo là, que elles tournent comme ça, elles tournent comme ça, elles tournent comme ça. Voilà, donc, je ne vais pas moi citer son nom parce que ces vidéos passent de temps en temps encore même sur Facebook, dans les interviews et tout ça. Donc, je vais quand même seulement parler pour que les gens qui sont toujours en train de penser que tout est blanc là. C'est comme ça, donc, alors qu'elle elle est partie, elle était grande, non. Quand je dis grande, elle avait à peu près 20 ans, 22 ans. Elle partait, elle aussi, bien, elle voulait me cadre longtemps. C'est-à-dire, quand elle avait un peu les 200, les 1000 francs, les 4000, elle partait s'asseoir aussi bien. Elle faisait ces choses là-bas. Entre-temps, donc, est-ce que ça va alors que celui avec qui elle faisait ces choses aussi, c'était un autre psychopathe comme Jeffrey Dahmer là. C'est comme ça que tout fait maintenant, le gars dit qu'il va venir, non. Il va venir la voir et tout et tout. Tu sais comment chez nous, les étonnes, alors on adore les métanes. Ça a dit, sa mère a commencé à parler amoureuse. Elle a commencé à dire que mon guanyami y a un tangane, ma fille va épouser un blanc, va épouser un blanc. Nous, on va alors dire quoi? Oh, on reste nous tranquille, non, maman. Elle avait trouvé son tangane. On est là, les jours passent, longtemps on arrive, on part à Simalène Mouya. On part le chercher. On vient d'abord. Moi, à l'époque, j'étais même encore jeune, hein, mais comme j'avais aussi les longs yeux, là, je regardais. Je voulais aussi, moi, voir l'affaire, c'est que c'est même quelle histoire comme ça, là, j'écoutais les choses des grands, même comme on me chassait. C'est donc comme ça que, quand le temps y vient, elle avait déjà prévu qu'elle va aller rester chez une cousine, là, qui avait un peu. Et la cousine avait un joli petit appart vers Ngwaikele. Ngwaikele Mouya. Vers le cus là-bas, vers Ngwaikele là-bas. C'est comme ça donc elle part avec lui là-bas. De temps en temps, ils viennent manger chez sa tante ici à Umaban. Et après, ils sont donc venus au village. Quand ils viennent au village comme ça, DMG, on dit qu'on fait la sorcellerie. Les métannes, non, ils sont forts dans l'affaire là. Voilà comment on vient donc. Et elle le ramène donc au village pour venir présenter à grand-père et tout le monde. Tu vois alors les enfants du village, comment on est derrière, non, on court, on le touche, on fait comme ça. Lui, il était en mission, il est venu regarder tout, prendre tout ce qu'il peut prendre. C'est comme ça donc, tu sais, chez nous, les étonnes, à l'époque, je ne sais plus si les mamans de maintenant font encore ça. Les grands avaient souvent le tar, dans les petits trucs, elle fumait le tar, comme ça, la poussait comme ça. On reste comme ça. Le gars, lui, il avait un appareil photo. Il filmait tout ce qu'on faisait. Parce que quand ils arrivent comme ça, on fait les pots, on prépare, on filme. Il filmait, on filmait. Lui, il filmait tout. Il demandait l'ondon, dinondon, dinidi, tout ce qu'on faisait. Il demandait, on filmait. C'est comme ça donc, grand-père lui dit que bon, mon fils, comme tu es venu là, quelles sont tes intentions avec ma petite fille? Il dit que je l'ai rencontrée comme ça, c'est une femme très émancipée, elle est très ceci, elle fait des choses comme ceci. Il n'explique pas ce qu'elle fait vraiment, mais il lui dit que lui, il a l'intention d'aller un peu plus loin avec elle. Grand-père lui dit qu'un peu plus loin, c'est Radina, il y a un peu plus loin comment? Il dit que oui, je me vois l'épouser, la marier et tout. C'est alors comme ça que le gars nous dit qu'il a compris. Le grand-père dit que ok. Donc, si c'est ça que tu veux l'épouser, ok. Mais moi, je veux que tu fasses les choses bien. On reste, nous, on est là, on dort comme ça, là, on dort. La nuit, tu sais que quand on dort, on baisse la lampe, non, la mèche. Et comme grand-père avait plusieurs femmes, lui, il dormait dans la maison de grand-père. Et chacune des femmes dormait dans sa petite concession. Mais nous, les enfants, on mettait nos inombiques comme les lits en bambou de Chine là. Donc, nous, on avait ça. C'est comme ça donc que la nuit, mon cousin se lève. C'est clair, maman est venue. Il me dit que je partais l'accompagner dehors. Il veut faire pipi parce que le pot était déjà plein. On avait un petit pot en plastique là que on pissait dedans, mais c'était plein.
Je lui dis que ouais, moi j'ai sauvé, tu veux que je me lève comment? Non, il me dit lève-toi. Quand on se lève, on voit que la lampe, normalement, nous on met toujours en bas de nos pieds et on baisse l'onching. Et des fois, on baisse la mèche de la lampe bas, mais on ne l'éteint pas. On se lève, on voit que tout est noir. On se dit que peut-être le pétrole est fini et la lampe s'est éteinte. On se lève, donc on sort comme ça. On dit qu'on va pisser seulement devant la porte, non, qu'il n'y a même pas de problème. Quand on sort maintenant, il commence à pisser. Mais, papa, on entend seulement les pas derrière, à part derrière la cacoyère qui font choua. Tu sais que quand quelqu'un marche sur les feuilles, non, la nuit, tu entends seulement choua, choua. Mon cousin a fermé les pipis que vroup. Il a soulevé le pantalon, vroup. On est en cri, vroup. Commencé à pleurer que c'est qui. C'est comme ça que grand-père se lève, comme on dormait au salon. Grand-père se lève dans la chambre, il vient dire qu'il y a quoi. Il vient avec les torches qui avaient les grosses piles avant là. Il commence à torcher, il éclaire. Il ne voit personne. On allume donc, on commence à fouiller dans les chambres. On cherche l'Ontané n'est pas là. Grand-père dit que hey, l'Ontané c'est parti. C'est comme ça qu'on réveille toute la concession. On le cherche. DMGO, on ne l'a pas vu. Grand-père est resté toute la nuit, on était là, on attendait. Le matin, on le voit sortir de la cacaoyère. On demande, grand-père dit, hey, papa, tu es toi seulement resté dans le champ de cacaoyers toute la nuit. Tout le village t'a cherché parce qu'on s'est dit que tu t'es perdu ou bien quelque chose t'est arrivé. Il dit que il est lui noctambule, qu'il voulait, il n'arrivait pas à dormir et qu'il voulait un peu expérimenter les villages africains. Donc il a fait les 100 pas et il n'a pas retrouvé son retour, son chemin. C'est pour ça qu'il s'est arrêté et il s'est assis là pour dormir, que le matin, il va commencer à marcher. Grand-père dit que ok, Mowok. C'est comme ça qu'il reprend la fille. Le jour là, vers 14-15 heures, il monte sur Yaoundé. Grand-père maintenant avec les gens du village et il commence à parler. Il disait que le père c'est là. Quand on part maintenant regarder, parce que derrière non, grand-mère avait l'Otala, il lui a marié. Il y a une herbe là au village que quand tu as par exemple pas le roi des herbes, mais tu lui tournes, il lui a marié. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. On peut dire l'herbe de Marie, mais c'est une herbe qui ça te fait dire les vérités. C'est comme on dit l'enivreur. Quand on te fait le nchuan de ça, non, on te fait inhaler ça, tu vas dire toutes les vérités. Tu vois un peu. On voit que le gars a enlevé ça. Donc, il a déterré, non. Tu sais, quand les gens volent les herbes pour aller étudier ça chez eux. Et il prend ça comme ça, là. Il est parti. Il n'y a plus ça. C'est comme ça, donc, ils partent faire avec l'assise des gens du ville, les frères, tout ça pour faire. Ils disaient maintenant que le père, là, est venu prendre nos choses ici. Pour partir avec là-bas, faire leur truc pour voir ce que nous on fait et tout. Et ce qui était mauvais, c'est que quand il est arrivé, il a parlé avec les oncles et tout le monde a commencé à lui dire les choses. Donc, il savait déjà à peu près où trouver certaines choses. Le film n'était pas fini. Ils partaient dans la maison, ils sont partis. Il dit à ma cousine que lui, il a réservé un autre truc à l'hôtel Hilton, une chambre là-bas et qu'il veut un peu mieux le luxe et que si elle est d'accord, qu'ils doivent aller là-bas. C'est comme ça, donc ils vont là-bas avec ma cousine. Elle dit à l'autre cousine qui lui avait donné le petit appart de Ngwaikele là, qu'elle va partir avec son blanc là-bas à l'hôtel Hilton et tout. Voilà comment elle part donc là-bas et c'est comme ça qu'il va arriver là-bas avec d'autres blancs parce qu'apparemment ils n'étaient pas venus seuls. Ils vont utiliser les feuilles qu'ils ont prises là sur la fille là. La fesse, ça dure, la tête, les oreilles par derrière, devant, de tous les côtés. Après, ils l'ont laissé là-bas, il est lui parti. C'est les gens de là-bas qui sont venus après, peut-être le lendemain, mais la chambre c'était seulement pour une nuit. Depuis le client est parti, il y a encore pourquoi c'est fermé. Ils viennent et la trouvent ensanglantée. C'est comme ça donc elle dit qu'elle est comme ça. On vient donc, les cousines sont et on vient la chercher, on la ramène au village, on lui fait les traitements et tout. Jusqu'aujourd'hui là,
Elle est un peu retardée mentale devenue. Et c'est sur Facebook même, ça fait peut-être même un mois, j'ai encore vu le reportage où on montrait les femmes qui cherchaient les méthanes sur les cycles. Et j'ai encore vu sa jeunesse quand elle était encore bien. Mais maintenant, c'est là. Elle est zéro macabo. Tu la vois, on te dit que c'est une fille qui est née en 86, tu vas dire non. Elle est devenue un peu comme si sa tête jetait l'air. Et le blanc là est parti comme ça, là, on n'a plus jamais revu. Donc, le gars est venu prendre nos choses pour venir tester leurs choses ici. Et tout. C'était bien orchestré. Comme pour vous dire que cherchez sur la télé, mais faites attention. Et nous, les étonnes, si on comprenait, c'est qu'on n'en y prendrait pas. Mais tous les jours, ce sont les mêmes choses. Donc, comme on est les méthanes là, ça va chat. C'est comme ça, alors. Non. Voilà la petite histoire, les filles. Faites attention. Merci beaucoup. Comme nous, on aime trop les méthanes, on finit toujours par voir. Alors, je vais lire. Qu'est-ce que les étonnes et les blancs? Faut les voir en Suisse. Betty, comment ça va? Depuis tu es où? À Maladie, ça va un peu. J'espère que tu vas bien maintenant. Gonzé, finalement, toutes tes cousines sont quasi folles alors. Papa, laisse. J'ai un grand-père qui avait 12 femmes officielles, avec des femmes qui ne sont pas officielles. Donc, si dans ma famille, te dit nous sommes au moins 1000, tu vas dire qu'il te manque. Nous sommes même peut-être plus.